Je dirais vraiment. On a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre ensuite, voilà, notamment on a les responsables des jeunes, notamment Charles qui est en bas pour essayer d'aider les gens à trouver cette salle qui se mérite. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc quand je me suis engagé le 3 décembre dernier lors du lancement de créer ces réunions thématiques assez régulières, c'était dans un triple objectif. D'abord de donner à la vie au sein d'un parti un vrai contenu intellectuel qui ne soit pas uniquement laissé aux réseaux sociaux ou aux chaînes et bien sûr aux livres, mais qui ait une vraie vie, la possibilité pour vous d'échanger avec des spécialistes ou des personnes connues ou les deux. La possibilité aussi de se rencontrer, que ce soit un moment convivial, mais pas juste le moment convivial seul, faire l'ensemble, et aussi du coup de créer une possibilité d'échange direct entre les adhérents et à travers moi et à travers d'autres, le siège pour qu'il y ait une vraie communication. Et vous savez qu'article 4 de la Constitution dispose que les partis concourent à l'exercice de la citoyenneté. Donc on a un vrai rôle. En France, finalement, globalement, souvent les partis ne sont actifs que pendant les élections pour dire aux adhérents qu'il faut aller tracter. Je pense qu'il faut prendre des bonnes habitudes qui sont justement d'avoir une vraie vie démocratique. En attendant que Nicolas arrive, je voulais aussi vous parler des mots avec lesquels moi je vais parler de l'UDR. L'UDR, bon, je vous l'avais présenté, l'Union des droites pour la République, mais la droite en général, c'est-à-dire tous les partis de la droite nationale, on est depuis des décennies, on se laisse être victime d'un chantage aux mots, d'un vol de mots. Et en fait, il faut que quand nous on parle, on ne se laisse pas enfermer nous-mêmes dans le piège que la gauche nous tend depuis des décennies. Je vous donne un premier exemple, le fameux front républicain, que moi j'appelle le front anti-républicain. Pourquoi anti-républicain ? D'abord parce que dans notre programme, il est bien évident qu'on a un programme républicain. Certains ont peut-être des amitiés royalistes, mais on est... Ah, voilà Nicolas. Nicolas, voilà, je te propose de t'installer. Vas-y. Voilà, Thiago aussi, Charles, voilà. Et donc j'étais en train d'expliquer qu'en France, et ça a été sans doute le cas aussi aux États-Unis, mais tu nous en parleras, on est souvent un peu bloqué par la question de l'usage des mots. Par exemple, donc, le Front républicain. Donc évidemment, on a un programme qui est républicain. À l'inverse, de l'autre côté, qui a-t-on ? On a évidemment le Parti communiste, donc je l'ai souvent dit, qui initialement n'est pas un parti démocrate, qui d'ailleurs est l'unique parti français ayant dans son histoire été un allié de l'Allemagne nazie, entre 1939 et 1940. On a aussi évidemment LFI, le fascisme islamiste, qui est le seul parti actuellement en France, grand parti, ayant une complaisance avec des gens qui ont un objectif non républicain, puisque l'islamisme, c'est de vouloir établir une théocratie. C'est pas républicain, c'est une théocratie. Donc tout ça fait que les gens qui sont face à nous, en fait, sont pas républicains, c'est plutôt un front anti-républicain. Et la manière même dont ils fonctionnent, c'est-à-dire leur attitude sectaire, le sectarisme, ça aussi, ça n'est pas républicain. Lorsqu'on voit qu'ils refusent de serrer la main à certains députés, je pense notamment au Benjamin lors de l'installation de l'Assemblée nationale, un parlement, c'est un lieu où on se parle, où on est supposé discuter et trouver des solutions pour justement apporter des réponses aux problèmes qui se posent de manière pacifique. Le sectarisme n'est pas républicain non plus. Et il en va pour beaucoup de choses de la même manière. Excusez-moi, il y a quand même un petit peu de... J'ai quelques notes et c'est vrai que c'est quand même un peu impressionnant de... Voilà. Même le racisme, je me permets d'aller au fond des choses. Le racisme, bon, évidemment, on ne l'est pas, ça, on peut l'évacuer assez rapidement. Mais à l'inverse, les autres, quand ils nous parlent de l'immigration, en gros, que par exemple, c'est très bien de faire venir des travailleurs pour les travaux que les Français ne veulent pas. Si on prend les choses au fond,
Pourquoi est-ce qu'il y aurait une plus-value ou une moins-value à faire venir des étrangers? C'est bien qu'ils sont différents. C'est bien qu'en quelque sorte, soit ils sont supérieurs à nous et donc meilleurs que nous, soit ils sont indignes des travaux que nous faisons et donc ils sont inférieurs à nous. Si on considère que nous sommes, moi je considère que les étrangers sont mes égaux, c'est-à-dire qu'ils ont comme moi le même cerveau, des bras, des jambes, la même capacité de travail, et donc je ne comprends pas quel intérêt on a à en faire venir sur le plan économique, alors qu'en revanche ils ont des croyances, des valeurs, des idées qui sont tout à fait respectables, qui sont tout à fait intéressantes, mais qui du coup ont besoin d'une société, d'un État, de frontières pour s'exprimer. Et le mélange de valeurs différentes pose des difficultés, crée des conflits qu'on n'aurait pas si on ne faisait pas ce mélange. Donc il ne s'agit pas du tout d'être hostile à d'autres populations, il s'agit en fait de vouloir que chacun, dans son champ, puisse exprimer sa façon d'être de manière pacifique. Les frontières sont faites pour ça. Si vous mélangez tout, si vous mélangez, voilà, moi j'aime le couscous, j'aime le bœuf bourguignon, j'aime le hamburger, mais si vous mélangez tout ça, c'est tout de suite moins bon. Il y a d'autres valeurs comme ça sur lesquelles on essaye de nous intimider. Voilà, le mot populiste aussi, par exemple. C'est intéressant le mot populiste. Le populisme, c'est quoi? En gros, c'est démagogique, mais de droite. Vous direz jamais, ils diront jamais qu'un homme de gauche est populiste, curieusement. Nous, on est populiste, pourquoi? Parce que, voilà, ils considèrent qu'on est démagogique parce qu'on ne serait pas sérieux sur les finances. On a notamment fait ce procès au RN. Mais allons, qui a fait en 7 ans 1000 milliards de dettes en plus que ce qu'il y avait avant? Qui a fait en 7 ans autant d'endettement que les prédécesseurs, Mitterrand compris, pendant les 20 ans précédents? Donc on n'a aucune leçon à prendre non plus sur ce plan-là. Les libertés publiques. Libertés publiques, moi je vais raconter une chose. Il y a quelques semaines, avec Bruno, on a voulu saluer nos amis de la coordination rurale, donc c'est un syndicat agricole, qui venait manifester à Paris. Alors, ils ne venaient pas tous manifester forcément de manière pacifique, mais l'idée c'était de manifester. Et on s'est dit, on va aller au nom de l'UDR, moi référent Yvelines, Bruno est référent pour l'Aveyron où il a ses racines, on s'est dit, on va aller les voir. Première surprise, on arrive, le village cerné, impossible d'accéder dans un village français. On arrive quand même à parlementer en disant, mais on est des politiques, on peut faire un scandale. Ils finissent par nous laisser passer et quelques agriculteurs derrière nous. On arrive sur place et on apprend sans grande surprise que les agriculteurs se verront interdits de sortir. Aucune légitimité, même juridique, pour interdire à des gens qui étaient dans un terrain privé de sortir. Alors, ponctuellement, bien sûr, les préfectures de police ont des droits voilà, pour l'ordre, pour le maintien de l'ordre. On peut donner des instructions à des gens, voilà, mais là, il s'agissait d'interdire à des gens, toute la nuit, toute la journée, de sortir de leur terrain privé. Et on était cernés par une centaine de gendarmes, 5 blindés, un hélicoptère, des drones. Et on a passé la nuit en se disant que peut-être notre présence permettrait de faciliter un peu le règlement de la situation. Bon, liberté publique, on va y revoir. Qui parle de censurer les réseaux sociaux? Qui parle de fermer la première chaîne d'information continue en France? Donc en fait, quand on regarde ponctuellement, l'essentiel des procès qui nous sont faits par la gauche et le centre, en réalité, c'est nous qui devrions les instruire contre eux. Si on essaye maintenant d'être positif, les valeurs positives. Alors déjà, au niveau de l'histoire, c'est toujours intéressant, c'est que nos adversaires sont toujours du bon côté de l'histoire. Quand on leur parle, ils étaient résistants en 1940, ils étaient anticolonialistes, ils étaient abolitionnistes pour l'esclavage, ils ont toujours été du bon côté. Moi, cette vertu m'intimide, et franchement, j'ai pas cette prétention d'avoir fait autant de choses dans ma vie. Mais après, si on prend les projets, si on prend par exemple un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens, qui est l'écologie. On les écoute, l'écologie c'est une valeur de gauche. C'est curieux parce que l'écologie c'est quand même défendre un patrimoine. C'est plutôt un conservatisme, l'écologie. Je veux protéger quelque chose qui m'a été transmis par mes ancêtres.
Et historiquement, on peut tout à fait trouver des traces un héritage écologiste dans la droite. Mais soyons concrets. Admettons qu'on veut une politique écologiste, aujourd'hui en France. Quelle est la priorité? Au niveau du monde, c'est le réchauffement climatique. Bon. Si on veut une politique efficace contre le réchauffement climatique, c'est un sujet débattu, on pourra en reparler, mais voilà, si on prend ça au sérieux, qu'on considère qu'il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, on a en France une solution efficace. La principale solution efficace, c'est le nucléaire. Et qu'a fait le gouvernement Hollande et le début du gouvernement Macron? De fermer Fessenheim et de réduire la capacité nucléaire, si bien que du coup, au niveau français et au niveau européen, eh bien, on brûle du charbon pour compenser cette destruction des capacités nucléaires. Avec pour effet non seulement qu'on émet plus de gaz à effet de serre, la France en 2024 a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2023. Donc on a des beaux objectifs pour 2030 et 2050, mais on est déjà en train de réaugmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et pour les individus, pour nous tous, c'est une augmentation, alors à moyen terme, du coût de l'électricité. Donc en fait, quand on regarde tout ça, en fait, vous pourriez très bien dire, je suis à l'UDR, ou je suis, dans les autres partis de la droite nationale, parce que je suis attaché aux libertés publiques, parce que je lutte... Ah, puis j'ai oublié de mentionner un sujet intéressant, l'antisémitisme, évidemment, l'antisémitisme. Il est bien évident qu'aujourd'hui, les champions de l'antisémitisme, c'est Éric Zemmour et Jean Messia, bien évidemment. Et que nous, voilà. Je suis désolé, mais quand on regarde, alors, bon, vous avez le LFI. Bon, ça, on va pas la peine d'épiloler. Mais regardez même la manière dont notre gouvernement, les gouvernements sous Emmanuel Macron, ont réagi suite à la prise d'otage de citoyens français. Moi, j'ai connu, voilà, on a à peu près un âge assez proche, enfin, ces 20 dernières années, les 30 dernières années, j'ai toujours vu la France mobilisée pour la libération des otages, que ce soit dans le Sahel ou au Moyen-Orient. Bon. Et là, finalement, pourtant, c'est des citoyens français, prisonniers dans une petite bande de terre par des terroristes. Finalement, on en parle beaucoup moins. Voilà. C'est curieux, parce que ce sont des Israéliens. Voilà, ils sont franco-israéliens, et là, il y a eu beaucoup moins de mobilisation. Donc, quand on regarde tout ça, il ne faut pas se laisser intimider. On a le droit de prendre des valeurs positives. Nous sommes contre l'antisémitisme. Nous sommes contre les discriminations aussi, parce que le wokisme amène des discriminations. On est pour la sécurité parce qu'on est aussi, en quelque sorte, pour les services publics. On peut reprendre parfois le vocabulaire de la gauche, parce qu'en fait, en réalité, c'est nous qui défendons ces valeurs. Donc, on n'est pas obligé de copier, de singer la gauche. On n'en est pas là, évidemment. On a notre propre vocabulaire, nos propres valeurs. Mais ne nous laissons jamais voler ce qui concrètement nous motive à défendre notre pays, à défendre le bien-être de notre population, de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Voilà. Et c'est pour ça que c'était intéressant, j'en viens donc à Nicolas, de voir... d'échanger sur les États-Unis. Parce que je vais être très franc avec toi, moi, il y a 4 ans, quand je voyais ce qui se passait au Capitole ou d'autres sujets, j'étais un peu perplexe par rapport à Donald Trump. Et je me rends compte que finalement, la propagande dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., le mainstream, est extrêmement influent. Et finalement, quand on parle d'un pays étranger, même si les États-Unis, c'est peut-être le pays le moins étranger pour les Français finalement que beaucoup d'autres, il y a toujours plein de choses qu'on ignore, et en fait, on a besoin d'échanger directement. Et donc, Nicolas, merci d'être venu. Tu es donc le porte-parole pour la France des républicains américains. Et donc, tu vas nous expliquer, donc, nous parler de Donald Trump, de ce qui l'a fait gagner à nouveau ces élections. C'est la première fois d'ailleurs, me semble-t-il, dans l'histoire des États-Unis, qu'un président battu une première fois se représente et gagne une fois suivante. D'habitude, en général... Il y a une exception, il y a une exception très ancienne. Bon, voilà. Ouais, et je te donne la parole.
Bonsoir, merci Jean-François. Merci pour ton propos introductif qui pose un peu les bases pour la soirée. Je suis Nicolas Conquier, je suis très heureux d'être là en votre compagnie, de retrouver ces belles couleurs de l'UDR et d'avoir parvenu à braver tous les embûches et les obstacles qu'ont mis la ville de Houille pour trouver ce lieu. Donc mon sens de l'orientation a été mis à rude épreuve, mais vous aussi, et vous êtes là. Et j'en suis très très heureux, d'autant que c'est une période assez exaltante avec ce qui est en train de se passer en ce moment, ce vent de liberté qui nous vient d'outre-Atlantique. On a le sentiment que ça va bien au-delà des frontières américaines, que c'est en train de susciter énormément d'enthousiasme, qu'on regarde en Argentine, qu'on regarde en Allemagne, en Angleterre. Quand est-ce que ça va tomber chez nous? Donc on y croit et on regarde espoir, et c'est pour ça qu'on est là et je vous en remercie. Avant d'introduire le propos, je voudrais juste vous donner dire d'où je parle. Donc, tout d'abord, je suis un enfant du pays, je suis donc Nicolas Conquier, je suis franco-américain, mais je suis originaire des Yvelines. J'ai grandi à l'autre bout des Yvelines, donc il y a presque un continent qui nous sépare, charmant coin dans la vallée de Chevreuse. Donc voilà, je suis très touché et je remercie cet engagement que vous portez et votre présence. J'interviens aujourd'hui en tant que sympathisant et même plus adhérent de l'UDR, compte tenu de différentes contraintes qui me sont imposées par l'ARCOM. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont glissés dans la salle, mais de fait, effectivement, je le dis sans rougir et vous le savez sans doute, j'ai été candidat investi lors des dernières élections législatives au titre de la coalition LR-RN, avant la création de l'UDR, par Éric Ciotti et soutenu par Jordan Bardella et Marine Le Pen. J'étais parachuté dans le Nord-Cotentin, à Charleville de Cherbourg. Mais il fallait y aller, il fallait faire bouger les lignes. Et donc c'est ce que je me suis employé à faire. C'était ma véritable première expérience d'une politique vraiment de terrain. J'avais déjà eu d'autres engagements qui étaient plus en surface. Et donc c'était un moment, une circonstance exceptionnelle. J'ai pas bronché, il fallait y aller, j'étais volontaire, je suis sorti de la tranchée. Mais ça c'est pour vous dire que ça venait un peu en cumul d'un mandat que j'avais et c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le détail, je vais vous dire quelles seront les limites un petit peu des sympathies que je peux exprimer vers l'UDR ou d'autres. Donc ça, c'était l'été dernier, et de fait, depuis, vous m'avez peut-être vu sévir sur les plateaux ou sur les réseaux sociaux pour donner des contrepoints, être dans des éclairages plutôt institutionnels, mais tout à fait partisans du fait de mon mandat de porte-parole, pour faire simple, de Trump en France, sous l'égide d'une association qui s'appelle Republican Overseas. Ça s'inscrit dans un contexte qui est qu'il y a entre 100 et 200 000 Français franco-américains ou américains qui vivent en France, qui peuvent soit prendre part dans l'activité politique locale ou s'exprimer dans la vie américaine. Et vous en côtoyez d'ailleurs sans doute beaucoup dans les Yvelines, sans doute plus des démocrates que des républicains, mais ça c'est une toute autre histoire. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a tout à fait un effort de mobilisation de ce l'électorat, qui soit minoritaire ou qu'il soit dans notre France métropolitaine ou aux États-Unis ou au-delà des frontières. Et donc, c'est ce que je me suis employé à faire, tant pour une mobilisation de l'électorat, qu'également pour permettre de nuancer un parti pris, vous l'aurez pas échappé, un parti pris très assumé, très en roue libre des médias mainstream, anti-Trump, mais surtout anti-américain. C'est toutes les seules cartes que j'aurais à vous montrer sont donc mon ancienne qualité de candidat UDR et ce rôle-là. Je ne suis pas un agent de quelconque fonction aux 5e colonne américaine, et j'ai toutefois pour vocation de chercher à vous réconcilier avec un atlantisme mais plus apaisé. Moi je ne suis pas des anciens ministres ou des généraux de plateau qui sont payés rubis sur l'ongle par des think tanks atlantistes qui essaient de vous donner des leçons de morale. Je suis quelqu'un qui au contraire suit le fruit d'un amour entre la France et les États-Unis. Ma mère est américaine, mon père est français, la terre c'est leur lieu de rencontre, pardon, la France c'est leur terre de rencontre. On a notre famille qui a une histoire d'amour d'un côté et de l'autre des États-Unis, et on le voit. Aujourd'hui, il y avait le vice-président Jay Vance qui se trouvait au Grand Palais et qui a livré un discours absolument épique. C'est pour ça que j'en suis encore tout gonflé d'enthousiasme, et on verra si mon propos suit un peu cette énergie. Mais c'était une très belle image d'une ode à l'audace, de la prise de risque, et aussi de la responsabilité avec qui on a envie de s'allier. Est-ce qu'on a envie d'être dans l'innovation des pionniers? Est-ce qu'on a envie d'être dans la régulation, dans la copie à d'autres puissances? Et il a surtout insisté vraiment très lourdement sur les liens qui unissent la France et les États-Unis, avec une anecdote très forte d'une visite qu'il a pu faire aux Invalides avec une autorité des Invalides, où il a pu tenir le sabre qu'avait porté Lafayette. C'est peut-être un nom qui nous est familier, mais aux États-Unis, c'est pas moins qu'une rockstar, Lafayette. Lorsqu'il est retourné aux États-Unis après la guerre d'indépendance, il a été acclamé partout où il allait. J'étais à Washington pour l'investiture et j'en ai profité pour faire un mini pèlerinage sur la maison du général Washington, où il y a des évocations sans cesse de Lafayette et donc, d'une certaine manière, de ces liens entre la France et les États-Unis.
Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ça peut sembler ancien, je vous parle de ça, c'était il y a 249 ans, c'est pas anodin, l'année prochaine, ça sera les 250 ans. Et donc, il faut, encore une fois, chercher à raviver ce couple franco-américain. Il y a un océan qui nous sépare, mais à travers différentes évolutions que je vais toucher du doigt, on va pouvoir un peu mieux appréhender comment nos deux cultures, nos deux mouvements de droite républicaine ou le bloc national français et européen va davantage pouvoir se rapprocher d'une droite conservatrice européenne et qu'on est vraiment dans un tournant majeur après toute cette phase très progressiste, très mondialiste qui atteindait profondément à nos valeurs et à l'exposé que tu as présenté. Donc ça c'est vraiment pour vous dire d'où je parle. Donc voilà, Republican Overseas c'est une fonction officielle et cette double casquette m'a permis de faire différentes observations que je vais vous livrer et à conduire un projet de livre que je vais sortir donc au printemps prochain qui, je vous donne le spoiler, le divulgachage, comme on dit québécois, qui vise à explorer la possibilité d'un Trump français. Est-ce qu'on se dirige, est-ce que les différents phénomènes que j'ai pu analyser et observer de longue date depuis les États-Unis, comprendre ce qui avait permis cette victoire, pas seulement un accident de l'histoire, mais cette deuxième victoire de Donald Trump, en quoi est-ce que ce succès en appelle d'autres, et en quoi est-ce que lorsque j'étais candidat dans le Nord-Cotentin, dans le Val-de-Serre à côté de Cherbourg, j'ai entendu les mêmes choses que j'entendais dans ma région natale du Midwest, donc dans l'équivalent de la Beauce américaine. Et ça montre vraiment que, certes, on n'aspire pas à un copier-coller ou d'un vulgaire succédané. On veut une incarnation forte et qui prendrait les différentes facettes de notre longue histoire. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on va se diriger. Donc il y aura toujours cette question de l'incarnation. C'est pour ça que je prenais cette préoccupation de langage. Aujourd'hui, on a une soirée UDR. Je pourrais dire du bien d'autres personnes du camp national. Pour moi, c'est d'ailleurs dans cet élan que je me positionne et de tout temps, de vraiment travailler sur une union des droites. Et donc, je pense que ça figure déjà même dans le sous-titre, donc une union des droites pour la République, et de parvenir à une grande coalition, de vraiment s'assurer de s'unir sur ce qui nous fédère, et une fois qu'on sera au pouvoir, d'avoir quelques querelles intestines plutôt que de systématiquement se tirer dans les pattes, et que pour enfin, on mette fin à ce terrible dicton qu'on a la droite la plus bête du monde. Donc, merci d'être là ce soir, et je vais donc commencer par voilà, ce mouvement, comme j'avais commencé à l'évoquer, avec un mouvement qui pour moi dépasse la sphère des États-Unis. En 2016, avec la victoire de Donald Trump, on a tous été un peu pris de court. On avait une espèce de sidération, on ne comprenait pas le phénomène. J'étais déjà là à attendre à ce que ce phénomène puisse un peu irriguer au-delà des frontières, et il y avait des tentatives qui ont suivi, mais peut-être que les esprits n'étaient pas encore prêts pour ça. Peut-être qu'une personnalité que vous avez entendu parler ou non, qui s'appelait Steve Bannon, qui était un peu le penseur en fait, du corpus doctrinaire de la ligne MAGA, Make America Great Again, qui a permis une première victoire de Donald Trump, a cherché à faire bouger les lignes, tant en Italie, en France, mais c'est des choses qui peinaient. Il y avait certes le Brexit qui s'était fait en parallèle, mais on sentait qu'il n'y avait pas encore l'alignement des planètes. Alors, c'est pas de l'astrologie vulgaire, mais c'est juste de dire que ça n'a pas eu le même écho que désormais ce à quoi on est en train d'assister, où on est vraiment, plus qu'à un point de bascule, le mouvement est déjà enclenché, et c'est devant nos yeux. Donc ça doit vraiment nous conforter, tant dans une dynamique générale, qui est clé, et après c'est à nous d'arriver à jouer notre jeu sur le terrain français, et c'est là où ça vous revient à vous qui êtes les militants de la première heure, ceux qui se sont engagés, de ne jamais perdre espoir et d'aller remobiliser tous ceux de notre camp, et surtout élargir, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, hein. C'est triste, mais il faut être à 50 plus 1, et on se doit de composer, et voilà, c'est peut-être un des travers, peut-être que j'endosse trop le rôle de politicien là-dedans, mais parfois d'être pas coulant, mais savoir faire quelques concessions, du moment que c'est pas des compromissions. Et je peux vous dire, ça me vaut beaucoup d'attaques dans mon propre camp, mais j'essaye surtout de dire, ma base, je me dois de l'animer, de la mobiliser, et faire en sorte qu'elle soit renforcée, qu'elle soit conquérante, mais que les gens qui circulent, qui est en l'occurrence dans nos horizons, c'est un mauvais jeu de mots, mais par exemple les gens qui peuvent être issus, les déçus d'une Macronie, en l'occurrence d'horizon, je dis ça eu égard à ma dernière campagne législative, ça doit faire partie des gens que je suis censé pouvoir convaincre aussi. Donc c'est des thématiques, tant dans les thèmes sur lesquels on va faire campagne, que dans le style sur lesquels il va falloir les mobiliser. Et donc c'est notamment ces différents éléments que j'ai pu constater lors de ce parachutage. Donc d'une part, on tenait compte de cette tendance mondiale, on l'a vu dans différents pays au-delà des États-Unis et en Europe, et que ce décalage
il y a un décalage qui est de plus en plus prononcé, qui est de plus en plus cinglant, qui est entre les élites et le peuple, les nowhere, les anywhere, ça a été théorisé en Angleterre, en France. Il y a cette France périphérique que j'ai bien pu voir. Je me suis moi-même auto-parachuté de manière très décomplexée donc dans cette région du Cotentin, où on sent qu'il y a vraiment ces régions françaises, ces campagnes rurales, ces zones rurales qui sont désertifiées, des déserts médicaux, et un mépris total, hélas, de nous autres Parisiens qui peuvent avoir un petit dédain pour eux, alors qu'ils hébergent, il faut le reconnaître, je vais reprendre mon cas de Cherbourg, des filières d'exception en matière de nucléaire et d'armement, et aussi des filières traditionnelles qui font notre fierté, notre souveraineté alimentaire. Que ce soit l'agriculture et la pêche. Donc il faut arriver à embrasser toute cette complexité et arriver à réunifier ce pays dans ce qui va nous différencier, plutôt qu'encore une fois à chercher à opposer des centres urbains élitistes par rapport à des campagnes vers lesquelles on peut avoir qu'un vil mépris. Et encore une fois, je pense que c'est notre force d'ailleurs, et ça pour le coup, tout hommage à l'UDR et sa manière dont il vient se positionner sur un bloc libéral-conservateur qui fait une très bonne force d'appoint par rapport au bloc historique qui est le RN et sa ligne plus étatiste, plus interventionniste si on veut, qui permet de faire émerger de nouvelles figures, de nouveaux candidats. Peut-être que moi-même je ne serais pas spontanément allé, encore que, sur une investiture RN, mais là il m'a semblé que on a un rôle important à jouer avec cette carte-là, et pour moi je suis tout à fait à l'aise qu'il y ait plusieurs têtes dans cette coalition, mais c'est en ça que, quand même peut-être sur les voix, ça n'a pas eu d'incidence significative lors de ce dernier tour, lors des législatives, mais c'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée et qui est en progression, donc restons mobilisés, et en tout cas ça permet aussi à ce qu'au sein de ce bloc national, il puisse y avoir des véritables discussions sur des enjeux de taille, de société, économique, et donc en soi, rien que pour ça, le rôle est absolument nécessaire sur l'IDR. Donc, c'était un peu pour amplifier sur ce décrochage entre les élites et le peuple. On le voit, les médias dominants, les belles âmes, les émissions d'infotainment qu'on ne citera pas, mais les quotidiens de ce monde, ricanent de la percée des idées, du fait qu'on soit tombé par rapport à un barrage de Castor, un front républicain. Nous, on persiste à dire que on est en constante progression, que nos idées elles percent, et le retour du bon sens, à l'image de ce qu'on a vu aux États-Unis, est en train de prendre. On arrive avec l'UDR d'Éric Ciotti, mais également avec le Rassemblement national, de se positionner sur des thèmes qui sont assez fédérateurs, qui dans le sens où on n'est plus en train de se positionner sur des sujets aux marges qui pourraient être un peu clivants, mais davantage sur ce qui unifie tout notre camp. Même si, encore une fois, je tire à tout va, même si c'est peut-être des thèmes qui ont davantage pu être normalisés par des gens qui sont allés au front chez Reconquête, par exemple, en normalisant des questions de ou rémigration, ou sur des sujets plus ambitieux qui n'avaient pas été évoqués. Donc ça, c'était un peu pour le paysage national, mais vous y verrez quand même que on voit que ces problématiques, elles sont assez communes, et cette expérience que je vous donne de cette recomposition à droite va être assez similaire avec ce qu'on a vu aux États-Unis, et donc il y a d'autant plus une nécessité, car même si on le sent pas parce que ça s'est fait de manière un peu progressive, qu'il y a un fort déclassement en fait, le pouvoir d'achat est en érosion continue. De manière plus macro, on le voit quand on est amené à voyager à l'étranger, ça m'est arrivé dernièrement, mais qu'on assiste à un véritable décrochage de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis, et on s'est enfermé dans une espèce, dans une ankylosie bureaucratique, administrative, qui nous empêche d'entreprendre. Et qui fait de nous les seuls champions du monde, la seule médaille qu'on ait, j'espère pas la seule, mais en tout cas celle que je vais mettre en avant, qui est celle de la fiscalité confiscatoire, qui est vraiment un véritable qui nous freine, et qui fait que l'ensemble de nos talents partent aux États-Unis. Donc là, ils étaient là à fanfaronner pour le sommet de l'IA, mais c'est des gens qui vivent richement en Californie et ailleurs, plutôt que de venir renforcer le tissu économique français. Donc, il y a cet aspect de dire que face à ce décrochage, on a été victime de diagnostics absolument erronés de la part d'experts qui ont souhaité à ce que la France devienne un pays de service, et qu'il était nécessaire de se désindustrialiser, et qu'il fallait qu'on devienne un immense espace de coworking
dans lequel il y aurait des baby-foot et des trucs sympas, alors qu'on l'a vu, à la moindre crise sanitaire ou autre, on a été incapable d'avoir nos propres médicaments, nos propres masques. Il y a des véritables sujets de souveraineté alimentaire, et je ne parle même pas sur des sujets beaucoup plus sensibles liés à l'armement par rapport à la capacité à projeter nos armées, ce qui était quand même une des forces principales de dissuasion, mais également du rayonnement de la France à l'international, quand même sa diplomatie et son bras armé. Donc ça nous montre encore une fois que, à force d'avoir cédé un peu à notre souveraineté et peut-être s'être trop réfugié sous le parapluie américain, on a perdu un petit peu ce côté volontariste de vouloir peser sur la scène internationale. Et qu'on l'apprécie ou pas, Donald Trump, lorsque peut-être il appuie un petit peu là où ça fait mal en disant en fait c'était à vous d'assurer votre propre défense, dans la manière un peu de nous réprimander, et on obéit un peu le doigt sur la couture, on se dit en fait c'est dans un effort qui est que bénéfique pour nous, d'avoir un peu, de reprendre la main sur notre armement, sur notre sécurité, et de retrouver un droit fondamental à la souveraineté. Et je pense que ça en sent venir beaucoup parmi nous ce soir. Donc on le voit, et tant sur des sujets agroalimentaires que les sujets jusqu'à l'aérospatiale ou à l'IA, qui est le sujet du moment. Donc ça, c'est un véritable retour aux souverainetés qui va s'inscrire dans les thématiques de campagne portées par Donald Trump, qui, dans le slogan « Make America Great Again », il y a une vraie volonté sur s'attacher aux intérêts de nos électeurs en premier. Ça paraît être une évidence, comme ça, mais pour beaucoup, c'est révolutionnaire. Le simple fait de tenir les promesses de campagne qu'on a pu faire, mais également s'attacher aux voix de nos concitoyens ou de nos électeurs, paraît complètement déroutant, alors que c'est évidemment la moindre des choses qui est attendue. Et ça nous ramène à ce fait que c'était d'ailleurs Marion Maréchal, en 2018, qui, lors d'une convention conservatrice qui a lieu à la fin du mois, il ne sera pas, mais il y aura Sarah Knafo, Jordan Bardella, peut-être quelqu'un de l'UDR, qui sait, qui avait déjà reconnu en fait que cette ligne-là était quelque chose qu'il fallait défendre. C'est-à-dire que très bien qu'aux États-Unis Donald Trump il soit pour les Américains d'abord, j'attends qu'en France on puisse avoir quelqu'un qui prône le français d'abord. Et donc désormais ça s'est normalisé. L'ensemble de nos leaders du bloc national pensent évidemment comme ça et l'affiche clairement. On voit qu'au-delà de ça, ça suscite de l'intérêt. C'est-à-dire que ces prises de position, même si elles pouvaient initialement paraître pour une certaine forme de repli, de recroquevillement, au final renforcent les intérêts, que ce soit français, allemand, grec, que sais-je, et montrent un petit peu à quelle insistance il faut aller défendre les intérêts, que ce soit dans une bataille commerciale, dans une guerre diplomatique, dans les relations internationales. Et donc ça suppose bien de pouvoir avoir des chefs d'État, des politiques qui défendront les intérêts plutôt que d'aller, encore une fois, pantoufler dans des think tanks libéraux, grassement payés, et nous dispenser leurs leçons de morale sur des plateaux. Si vous n'avez pas compris, vous les retrouvez souvent sur les plateaux face à moi, et ils sont tout le temps dans le camp du bien autoproclamé. Donc ça nous ramène à cette idée que ces thématiques de revenir à la souveraineté, ça sera clé. Il y a également l'enjeu civilisationnel qui va de pair, et donc je l'ai mentionné, et à dessein, c'est un sujet qui est clé. Éric Zemmour en a beaucoup parlé. C'est évidemment un sujet qui nous est clé parce qui nous est cher, on est attaché à notre histoire, à notre tradition et au fait de pouvoir continuer à faire rayonner la France. La France a contribué à un rayonnement massif au cours des siècles passés, mais on a le sentiment d'avoir accepté de s'être relégué à une nation de seconde zone, et ça on le choisit. On le voit, Emmanuel Macron, encore c'est sans doute un très mauvais représentant, mais va faire des discours en anglais alors qu'on est en France, des choses absolument aberrantes. C'est un grave manquement en fait à la fierté qu'on doit avoir d'avoir notre langue qui était pourtant celle de toutes les cours européennes au XIXe siècle. Donc je dis pas de tomber dans un passéisme, mais d'avoir justement conscience de qui on est, de ce qu'on a apporté au monde, et bien identifier nos alliés. En ce sens où, à travers un atlantisme apaisé, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réussir à alimenter, à renforcer. Petite anecdote, parce qu'on a parlé de J.D. Vance qui était jusqu'à aujourd'hui en France pour 2 jours sur un sommet sur l'IA, mais également on l'a vu sur un ancrage profond dans des liens amicaux historiques avec la France. Ça vous a peut-être marqué, mais le premier voyage de Donald Trump, tout de suite après son élection, c'était en France. C'était pour l'ouverture de Notre-Dame. J'ai vu au-delà d'un symbole, il y a une vraie volonté. Alors bon, peut-être qu'il voulait faire partie de la fête et c'était une grande cérémonie et on était très heureux que ça puisse donner de l'ampleur à cet événement-là, mais il y a une véritable attachement, une volonté de porter haut la France et la civilisation occidentale à travers cette église de pierre et de chair qu'est Notre-Dame de Paris, et qui est
un symbole, s'il en est, de l'Occident, et rendons aussi, à travers tout ce qu'elle a traversé, qu'elle puisse se rebâtir. Donc ça aussi, ça doit être aussi pour nous un vecteur de foi et d'espérance en l'avenir. Et au-delà de ceux qui l'ont permis, rappelons que c'est pas une disposition étatique, c'est pas le fait du prince, c'est les donateurs, et nombreux donateurs étrangers, sans doute beaucoup américains, et aussi le travail, aussi la force de nos artisans qui ont permis à ça. Donc encore une fois, vous l'aurez compris, je suis pas du tout pour sombrer dans une forme soit d'angélisme, de dire bah tiens on va tous porter des casquettes Make France Great Again, ou au contraire sombrer dans un défaitisme. Je suis au contraire assez réaliste. Mais vous pouvez porter les casquettes rouges, ça, il faut l'assumer, il faut s'assumer, c'est très important dans l'espace public, mais dans le sens où c'est nécessaire, à défaut d'avoir une casquette, de jamais courber la tête. On l'a vu, ces gauchistes, ces bien-pensants cherchent à nous accabler avec de différents noms, de vouloir vous critiquer, de vouloir exhumer des éléments de votre passé, de vouloir mettre la pression sur votre employeur, sur vos cercles sociaux, de vous vilipender même sur les réseaux sociaux, où ça peut vraiment, je le vis dans une moindre mesure, mais ça peut vraiment prendre des très graves proportions, et il faut s'assumer pour qui on est, et c'est en ça qu'aussi qu'on arrivera à renforcer notre stature auprès des lecteurs qui sont un peu hésitants. Est-ce qu'ils ont les épaules? En fait, à mesure qu'on est en mesure d'encaisser les attaques qui viennent de nos adversaires, on montre que soit on est respectable, soit au final les attaques qui nous font, elles ne nous atteignent même pas, ou voire même elles nous renforcent. Sans me mettre trop en avant, j'étais quelqu'un qui était assez attendu lors des dernières élections pour les législatives, personne ne me connaissait là où j'arrivais, j'avais une petite exposition médiatique à l'époque, et la presse de gauche s'est donné à cœur joie de me tirer le portrait. Et je peux vous assurer, bien qu'aujourd'hui je dis à n'importe qui, et quelle que soit la situation, de garder la tête froide, quand on est tête dans le guidon dans sa campagne, on se dit c'est peut-être quelque chose qui va me coûter des voix, ça va me faire péter un câble. Tout ce qu'ils ont à vous dire, en fait, c'est des choses pour lesquelles vous avez raison d'être fiers. Tout ce pourquoi vous vous battez, il n'y a pas à prendre ombrage, ou à rougir, ou à regarder par terre. C'est quelque chose qu'il faut pleinement assumer, on a un parcours. Et ils cherchent juste en fait à nous intimider et à faire en sorte qu'on refuse d'être qui on est. Donc encore une fois, c'est une attaque non seulement sur qui vous êtes, mais ce que vous représentez. Donc il y a un enjeu civilisationnel. Ils ne cherchent pas à opposer quelque chose, ils cherchent simplement à nous détruire. Ils n'ont pas de projet pour, ils ont un projet contre. Si nous on tient face et on prend leurs attaques comme étant des légions d'honneur ou ce que vous voulez comme décoration, on leur montre que ça n'a pas de prise sur nous. Et évidemment, on montre également, tu disais tout à l'heure, que eux dérogent complètement à la moindre cordialité républicaine, à la moindre décence, en oubliant que voilà, malgré nos oppositions idéologiques, on reste citoyens et habitants d'un même pays avec une histoire commune. On leur montre aussi, sans vouloir juste rejouer la respectabilité, mais qu'on est dans des dispositions favorables à la discussion, plutôt que des idéologues et des bas du front très, très obtus et très obstinés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et notamment au travers de la formation autant des cadres que des militants à l'UDR, c'est ce qu'on cherche à faire, de prôner également, alors l'ouverture, c'est un terme qui avait assez mauvaise presse sous Sarkozy, donc je ne peux pas l'employer, mais cette capacité à embrasser largement. Et je dis de vraiment emmener avec nous ces gens-là. Évidemment, nos positions, elles vont toujours être caricaturées, et on a toujours un peu il faut toujours lutter contre nos adversaires et contre tout, entre guillemets, le système. Mettez ce que vous voulez derrière, mais croyez-moi, mon expérience, la presse locale, elle, va bien s'en charger. Donc il y a toujours, on sera toujours dans la côte, et en tout cas moi à titre personnel, mais je pense que vous aussi vous en avez vu d'autres, et que c'est dans l'adversité qu'on est dans la meilleure situation, et la pire chose qui peut nous arriver, c'est de commencer à poser sur nos lauriers, ou de dire tiens, c'était pas loin, ça va passer tranquille. Non, et peut-être un parallèle avec la campagne Trump que j'ai suivie et dans laquelle j'étais fortement impliqué, c'est faites toujours campagne comme si vous étiez à 5 points derrière. Donc bon, pour nous qui sommes loin derrière, en l'occurrence j'ai perdu mon deuxième tour à 10 points, mais c'est toujours dire que ne soyez jamais confortable, ne reposez jamais sur vos lauriers, gardez ce travail de terrain, la prise, et ne jamais considérer que c'est acquis d'avance. Ça peut parfois être trompeur, il peut y avoir des mirages, et ça ne se joue pas à grand chose. Donc c'est surtout un travail, un investissement de terrain sur l'espace public, surtout dans des endroits où on ne vous attend pas. Si peut-être un parallèle, parce que j'en ai pas trop fait, mais Donald Trump, évidemment, c'est sans doute la personne la plus caricaturée, la plus vilipendée, la plus diffamée dans l'espace public. C'en est devenu un sport national. Les gens ont tellement rien à dire qu'ils ont épuisé leurs mêmes arguments, qu'ils ne ressassent. Et encore une fois, ils n'ont pas compris qu'à l'image de ce qu'ils font au RN et à l'UDR aussi d'une certaine manière, ça ne fait que nous faire monter en fait. À force de nous taper, ça crée de la sympathie.
ça en devient pathétique. Et de fait, on vous aura dit Donald Trump, c'est le machiste, c'est le sexiste, tout ce que vous voulez. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, parmi son administration, a un très grand nombre de femmes et compétentes. Elles ne sont pas choisies sur la base de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur ethnie, de leur race. C'est uniquement parce que vous avez le job, parce que vous êtes bon, et que c'est de genre de choses sur lesquelles l'esprit gauchiste a du mal à comprendre ça. Lui, il a cette religion préétablie, et le simple fait d'aborder les faits bouscule un peu ses certitudes, c'est parfois c'est intéressant. Et je pense qu'on a nous-mêmes intérêt à occuper cet espace public et à confronter nos adversaires avec des faits pour lui permettre un petit peu de remettre un peu en question ses certitudes. Du moins, moi, à mon humble niveau, c'est ce que je m'efforce de faire, de pas partir de manière trop idéologue et trop sûr de moi, être ouvert un peu à faire un pas vers l'autre de manière à ce que laisser entrevoir que je puisse changer d'avis, même si bon, je suis quand même bien enraciné, mais il faut avoir cette ouverture au dialogue, sans quoi ça va dans la violence. Et on a vu la violence politique, elle existe aux États-Unis, elle existe en France. On a beaucoup de nos candidats qui ont fait l'objet d'agressions. J'ai moi-même une agression symbolique, mais quand même dans ma chair, et qui n'a pas lieu d'être en démocratie. Et en fait, cette violence, elle vient uniquement du fait qu'on est arrivé à la fin du dialogue. Et ceux qui refusent le dialogue, c'est ces gauchistes qui n'ont plus d'arguments, et parce qu'ils sont chauffés à blanc à travers des étiquettes qui sont indues, qui viennent de coller. Donc nous, on les endosse. On ne veut pas perdre du temps à dire se justifier, parce que c'est des choses qui n'ont pas un fondé et donc qui n'ont pas de valeur. Mais de fait, ça nous expose, littéralement, ça nous met des cibles sur le dos. Donc, il y a quand même une certaine forme de mise en garde par rapport à ça. Il ne faut pas vivre dans la peur permanente, mais c'est juste de dire que c'est nécessaire, et il en va de notre responsabilité à nous d'être des forces de proposition, être moteur sur le dialogue, de manière à ce que on arrive à faire bouger d'un petit cran, une petite nuance de gris, certains des gens qui étaient peut-être hostiles ou pas forcément décidés, qu'il y a un grand effort à faire sur la mobilisation. Donc ça, c'est en ce qui concerne la manière à s'assumer, mais effectivement, on l'a dit, Donald Trump a été assumé, a été caricaturé, diffamé. Il faut, et ça dénotera de certains politiques français qui cherchent un peu à s'essuyer, enfin, à s'excuser ou à paraître respectable ou à vouloir chercher à se normaliser. Et là, je vais pas dire que du bien de certains. Enfin, en l'occurrence, votre président Éric Ciotti, le président du LDR, a parfois fait l'objet de colibets et autres. Il y a parfois lieu de faire des objections fortes. Il ne faut pas, juste parce qu'on a envie de plaire sur des émissions du service public, paraître plus gentil que l'on est. Il faut parfois savoir. Je parle évidemment d'une triste émission à laquelle j'ai participé, qui s'appelle Quelle époque sur France 2, sur laquelle Jordan Bardella est peut-être un peu complaisant. Je pense qu'il faut dans ces cas-là se dire il faut faire du Trumpisme, mais il faut charger, sortir de la tranchée, il faut y aller. Et il ne faut pas juste chercher à être dans la respectabilité, être dans le genre idéal. Je pense qu'on est respecté, pas quand on est craint, mais quand on sait opposer une force d'opposition. Les gens apprécient une passe d'armes, ils n'apprécient pas le rire, la complaisance et la passivité. Il y a cet aspect qui est que, on a dit, nos adversaires idéologiques, ils nous souillent, vous savez, ils viennent chercher des commentaires qui ont pu être faits. Il y a Mathusalem sur Twitter, sur Facebook, sortis de leur contexte. J'ai vu des trucs que j'avais postés, je me suis dit, mais je suis quelqu'un d'absolument terrible, mais ça avait quand même un petit fond drôle sur le moment, mais sorti sans contexte, ça paraissait... et on a limite fait un sujet de campagne pour moi, vous voyez, des choses absolument invraisemblables, donc je vais pas me fouetter en place publique, j'assume tout ce que je dis, je ne supprime rien, c'est parfois dépassé, j'étais pas en campagne à l'époque, mais tout ça pour dire qu'il faut savoir tenir tête, il faut savoir aussi user dans une certaine mesure des mêmes armes, c'est un sens figuré évidemment, qu'utilisent nos adversaires. Moi-même, je suis un petit garçon du 78, j'étais enfant de cœur, scout, officier dans l'armée de réserve, je suis quelqu'un qui, propre sur tous égards, est poli bien comme il faut, mais il faut savoir enlever les gants blancs. Il faut arrêter de juste vouloir se fixer des standards moraux qui ne sont pas ceux de nos adversaires idéologiques. Et je ne veux pas dire, il ne faut pas tout casser les codes moraux ou tomber dans la subversion pour la subversion, mais il faut être prêt à utiliser dans une certaine forme des méthodes et une communication un peu outrancière ou grossière que moi j'assumais dans ma campagne législative. J'avais 3 semaines pour marquer les esprits, 2 semaines pour le premier tour. On a peu de moyens avec nous, peu de gens, peu de temps, peu de ressources et beaucoup de travail à faire. Donc il faut clairement s'assumer et dans une certaine mesure, alors je pensais pas aller dans cette direction-là, et tu m'arrêtes si je parle trop longtemps, mais dans le style, c'est que il faut pas juste chercher à être une clone d'armée de politiciens, il faut à mon avis colorer un peu le personnage, quitte à s'assumer, quitte à ne pas passer, justement chercher à jouer
alors pas l'excentricité pour l'excentricité, mais genre juste assumer pour qui on est et pour notre identité, plutôt que de juste un supplétif d'un parti qui aura gravi les échelons. Donc je pense que c'est aujourd'hui, Pasquale disait, c'est le 20e anniversaire de sa mort, il faut parler vrai. Trump a su lui aussi, en racontant des histoires, en disant qui il était dans son style et à sa manière, qui il était, il l'a fait dans des formats longs. Ça vous dit peut-être ou pas quelque chose, vous en êtes consommateur ou pas, des podcasts. Vous savez, aujourd'hui, c'est des formats d'interview qui sortent de l'interview du 20h qui est toute standardisée avec des éléments de langage. Aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans l'intimité des gens, on les comprend un peu en vérité. C'est vrai qu'on attendrait de voir ce que peut donner un Laurent Wauquiez, un Bruno Retailleau, que sais-je, ou encore mieux un David Lisnard, une conversation de 3 heures, ce qui en sortirait. Mais indépendamment de ça, ce que ça dit, ça permet vraiment de s'identifier à un candidat, à une personnalité qu'on a envie de connaître, plutôt qu'à juste à travers un JT du 20h. Donc je pense qu'il faut jouer à cette personne-là plutôt que juste de tomber dans les éléments de langage. Donc encore une fois, c'est une prône à assumer qui on est, et encore une fois montrer aussi cette entre guillemets diversité de parcours, de sensibilité, d'origine sociale ou que sais-je, religieuse qu'on peut héberger dans cette grande famille de la droite nationale, et qui doit primer. Encore une fois, on va chercher les 50 plus 1, donc notre enjeu à nous tous aussi ce soir, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut agréger des électorats qui ne sont pas de chez nous initialement. Donc 2 points, et j'en terminerai là, c'est comment, et je vous le dis, en fait, je vous résume les axes stratégiques qui ont été menés par Donald Trump. Alors, aux États-Unis, il y a un accès à la donnée électorale qui n'est pas le même avec les maigres choses qu'on peut avoir en France. Je vais vous dire, en France, vous pouvez avoir dans un délai imparti les listings électoraux de votre circonscription, et si vous êtes gentil et que vous avez frappé au bon bureau, vous pouvez aller prendre en photo les feuilles d'émargement pour savoir qui a voté. Donc, vous ne saurez pas pour qui, il y a des possibilités de recouper, c'est assez technique. En gros, vous ne pouvez pas trop valoriser la donnée personnelle. Il y a quand même des choses à faire. Aux États-Unis, continuellement, vous pouvez aller voir qui a voté pour vous dans les derniers cycles et qui était abstentionniste les dernières fois, et donc concrètement, chez qui il va falloir aller remotiver. Et par exemple, si vous avez fait une procuration, je sais que vous avez déjà voté, désormais je vais pouvoir allouer l'ensemble de mes ressources sur vous deux de manière à m'assurer que vous allez bien voter. Donc il y a des limites, et on ne peut pas forcément tout répliquer, mais ce que ça dit, c'est que il y a une bonne approche, plutôt que de vouloir essaimer partout, d'aller chercher concrètement à massifier, d'avoir des objectifs un peu plus ciblés, et qui permet, encore une fois, vous le savez ou non, mais Donald Trump a fait une campagne qui lui a coûté 3 fois moins que Kamala Harris. Pour $1 dépensé de Donald Trump, c'est 3 dépensés par Kamala Harris. Donc c'est pas une histoire de revenus, hein. C'est pas une histoire alors c'est le nerf de la guerre évidemment, hein. Maintenant, il y a un usage intéressant, c'est-à-dire que donc ça c'est un premier point, donc dans la mobilisation de cet électorat. Et donc ça passe, il y a un tout petit peu, mais ça c'est les responsables de Circo et vos référents qui vous diront un peu comment on peut aller travailler. Mais ce que ça dit aussi, c'est que il faut négliger d'aller, c'est pas très bien dit, il faut refuser d'aller nulle part. Moi je l'ai vu, j'étais à Cherbourg, c'était très sympa, je pouvais aller sur les marchés de zones un peu cossues, j'étais dans le centre-ville, j'étais bien accueilli. Cela dit, c'est là où je me suis fait agresser, mais bon, fin de la parenthèse. En revanche, il y a des endroits où même ma candidate socialiste n'allait pas, parce que la ZUP, des endroits un peu chauds, il y avait des émeutes, ça avait brûlé 3 semaines avant. Et c'est là, si je peux tout vous dire, on s'expose, on met sa peau au bout de ses idées. C'est à ce moment-là que j'ai revêtu le costume de candidat et potentiel député. Je me suis dit, je serai le député de tous. J'irai pas là quand ça me plaît, quand j'ai envie d'y aller, où je serai bien reçu. J'avais des gens qui étaient calés en plein jour, des mères célibataires, des gens qui étaient en attente de papier, mais un véritable espoir de ceux qui étaient cantonnés dans ces dans ces quartiers dont ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et ils souffraient de la criminalité, du trafic de drogue et d'une insécurité grandissante, malgré le fait que Cherbourg soit encore l'une des villes les plus sûres de France. C'est quelque chose de très précaire, de très fragile, et il ne faut pas juste claquer les bretelles en disant tiens, on est premier sur le tableau. Il y a quand même des affaires assez sordides, à plus forte raison quand j'étais, aucun lien avec moi, mais en tout cas c'est une menace du quotidien et partout sur le territoire, hélas. Et encore une fois, ça c'est un sujet plus au niveau national, mais sur la fermeté et la fin du laxisme judiciaire. Mais donc tout ça pour dire que il faut encore une fois, c'est une attitude, et on le doit auprès de l'ensemble des électeurs, mais c'est aussi un potentiel, un vivier à aller chercher dans des endroits un peu chauds, quoi. On se dit tiens, voilà, là c'est bon, là ce quartier-là c'est bureau de vote, j'y vais pas, mais en fait il y a des gens, il y a peu de participation, donc beaucoup d'abstention, des fois aller chercher, et les gens s'ils vous identifient, moi j'ai eu des discussions assez fortes avec des gens, mais jamais de la vie j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire partie de mes soutiens. C'est des gens qui sont venus faire campagne avec moi par la suite, donc
il y a ce côté-là où pas partir avec trop de certitude. C'est des choses sur lesquelles il faut être. Et de fait, encore une fois, la victoire de Donald Trump qui a surpris absolument tout le monde a montré que des certitudes, ça ne sert qu'à prendre une sacrée douche froide. Donc ça, c'était l'enjeu sur la mobilisation. Et l'autre jeu, c'est sur la coalition où évidemment on se doit d'aller embarquer avec nous différentes forces, soit du bloc national, soit des gens qui peuvent avoir des intérêts connexes. Alors bon, ça paraît comme une insulte quand je dis, moi je le dis pas haut et fort, mais il y en a qui sont un peu taxés dessus, enfin, de dire que il y a évidemment des gens qui sont encore dans le cadre historique LR, mais qui, à la même manière que les partis peuvent faire des mues, des candidats et des électeurs peuvent aussi avoir une certaine prise de conscience. Vous êtes peut-être des électeurs RN, UDR de la première heure, peut-être que vous êtes réveillé un jour et vous avez senti que c'était le moment. Il n'y a pas de stade figé et il n'y a pas de... Comment dire, il ne faut pas... je sais pas le terme, ostraciser qui que ce soit parce qu'il n'aurait pas fait les bons choix, ou lui dire, tiens, t'es responsable de la situation parce que t'as voté pour tel et tel et tel et un tel. Aujourd'hui, au contraire, il faut faire de l'inclusivité, si vous voulez. Enfin, on se doit, encore une fois, on n'est pas loin, mais chaque voix compte, et ça passe vraiment par un effort de conviction. Je peux vous assurer qu'avec ce qui s'est passé aux États-Unis, j'ai eu d'immenses surprises d'avoir les géants de la Silicon Valley, c'est-à-dire les grandes fortunes californiennes qui sont pourtant des élites plutôt déconnectées, libres penseurs, qui ont tourné le dos à toute une idéologie woke, et des personnes des classes populaires qui ont senti que les élites des côtes, à la manière de ce qu'on a en France, en gros les élites un peu parisianistes, les laissaient pour compte et n'avaient aucun souci d'aller venir développer le tissu rural, mais privilégier une espèce de diversité ou une immigration restante par clientélisme. Donc ça montre encore une fois que cette grande coalition à laquelle j'aspire, et je pense que l'UDR sera un acteur clé, sera absolument nécessaire, elle est en mouvement, et c'est urgent parce que les échéances, on sait quand elles seront au plus tard, mais elles seront peut-être avant, et donc il faut être prêt. Vous ne connaîtrez ni l'heure ni le jour, ça c'est en général c'est pour la mort, mais là en l'occurrence c'est pour le passage à l'action. On a dit les prochaines dissolutions elles seront au mieux en juillet, mais s'il y avait une démission ou que sais-je, on aspire le mieux pour la suite de notre beau pays, la France, mais on se doit, nous, en tant que militants, cadres et futurs candidats potentiels, d'être prêts, d'avoir fait le travail en avance de phase. Donc c'est compliqué, il faut ramer, mais en tout cas, je pense que l'énergie et le vent de transatlantique est là pour un peu nous conforter et nous mettre du vent dans les voiles. Je pense que le bon sens est en train de triompher, il y a un rejet assez massif de cette idéologie, de ce virus mental du wokisme qui a gangréné les esprits, et ce, à toute strate de la société. Que ça soit dans l'entreprise, que ça soit dans les services publics, que ça soit même dans les médias, ces médias qui étaient pourtant le berceau de la bien-pensance, eux-mêmes commencent à venir par le rejeter. Donc on est dans une phase sur laquelle il y a cette phase qui restera sans doute une page sombre de notre histoire, qui est en train de se tourner. Donc là, c'est véritablement le moment un peu de saisir cette dynamique, ces courants ascensionnels, et de se dire qu'à notre tour, on peut rendre toute la splendeur à la France. Et ça sera sans doute un mouvement qui ira au-delà de nos frontières, à l'image d'un Make Europe Great Again. J'en termine par ça, que je prône souvent. J'ai une petite séquence quotidienne que j'appelle Méga Maga, qui est encore une fois pas un souhait européiste, mais qui est juste de se dire que notre construction européenne doit se faire sur des nations souveraines et fortes, avec des identités propres, de pas juste être dans une vaste fumisterie mercantile, espace commun ou que sais-je, mais que c'est désormais quelque chose qui est global. Donc tirons parti un peu de cette dynamique, sachons aussi nous enrichir de ces potentiels alliés et amis historiques que sont les États-Unis et d'autres nations européennes avec lesquelles il y a beaucoup à reconstruire, et soyons prêts pour les prochaines échéances. En tout cas, merci de votre attention et de votre engagement. Merci infiniment Nicolas, merci beaucoup pour tout ça. Je suis d'accord avec toi, on a à la fois il faut jamais avoir d'a priori sur où chercher les voix, on a des surprises partout. Il faut éteindre l'autre micro. Ah oui, bien sûr, d'accord. Je sais pas pourquoi. Effectivement, on a des surprises, surtout que les gens parfois n'osent pas toujours dire ce qu'ils pensent, d'ailleurs quel que soit le parti, et souvent on a des surprises et on trouve des soutiens. Voilà, c'est insulter l'individu que de penser que son lieu d'habitation, son métier, son âge, son sexe, sa formation
font ces orientations politiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et effectivement, deuxième message dans ta conclusion, effectivement, on ne sait pas quand on va avoir de nouvelles échéances, et donc c'est effectivement le moment pour créer des habitudes de travail ensemble entre les différents partis de la droite, le moment aussi pour faire avancer nos idées, pour se montrer qu'on a des idées précises, des projets, etc. Je voulais, du coup, alors je vais vous laisser la parole. Je pense que franchement, moi j'ai évidemment plein de questions à te poser, mais je préfère donner la parole. Du coup, on va céder un des micros, voilà. Je l'ai éteint, tu rallumes. Il y a une question ici, et on va une question là, François. Une question sur, je sais pas si on entend. Non. C'est le petit bouton qu'il faut avancer. Ça marche. Alors, moi, j'ai effectivement une petite réaction sur votre première phrase, Nicolas. Donc, je suis Alexandre Bullier, je réside dans les Yvelines. C'est quel va être le Trump français? Alors aujourd'hui, je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai demandé mais quel est le français, l'homme politique, qui est le plus riche et le plus connu, et merci de me donner sa tendance politique. La première ligne, vous pouvez le faire, hein. La première ligne qui m'a sorti, c'est Jean-Luc Mélenchon. 2,5 millions d'euros. Ensuite, il y avait des personnes très connues que vous connaissez tous. En fait, on n'a pas de milliardaires en France, comme Trump, qui se lance dans la politique. C'est un vrai problème, parce qu'en fait, les intérêts de l'économie, qui pourraient être portés par des personnes qui sont personnellement très intéressées par l'économie, parce que milliardaires, eh bien, ces intérêts-là ne sont pas forcément très bien représentés dans les élections françaises. Et donc, ChatGPT m'a un peu déçu, et donc je ne sais pas comment faire pour la France à l'avenir. Merci pour la question. L'intelligence artificielle était au cœur du sujet de ces derniers jours, et à la réponse de Mélenchon, est-ce qu'il y a un biais idéologique ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en parle dans mon livre sur la capacité à faire un show. Et on pourra lui trouver tous les torts qu'on veut à Jean-Luc Mélenchon, mais ça reste quand même un très bien hors pair, avec une gestuelle, une capacité à occuper l'espace scénique. Mais ça s'arrête là, ce n'est pas lui le Trump français. De toute façon, moi je me regarde davantage dans le champ politique à droite. En revanche, ce que ça dit par rapport... je pense pas que la condition nécessaire soit celle d'être un milliardaire. Évidemment, il y a le côté où c'est plus facile d'être un homme libre plutôt qu'être à la solde d'une quelconque intérêt divers. Toujours est-il que... Vous l'avez sans doute remarqué, mais lors de l'investiture de Donald Trump, les seuls Français qui étaient dans la pièce, c'était Bernard Arnault, sa famille, Xavier Niel, tout ce qu'on peut en penser, et que dans le paysage français, les lignes sont en train de bouger aussi. On a des capitaines d'industrie qui s'affichent beaucoup plus clairement en faveur d'un mouvement plutôt libéral-conservateur, à commencer par Vincent Bolloré, mais également Pierre-Édouard Stérin. Donc il y a une véritable dynamique, et je pense qu'on est à un point de rupture, c'est-à-dire que les choses sont pas loin de basculer. Quand même, Bernard Arnault, le succès qu'on lui sait, la manière dont il fait rayonner la France au-delà de nos frontières, est-ce que ça serait lui? Moi, j'ai pas, l'objectif c'était pas de sortir une personne, un candidat ou d'adouber qui que ce soit. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mon livre vise en fait à faire un portrait robot de celui qui pourrait l'être, à l'image de ce qu'avait fait l'Express en 1968 pour savoir qui pourrait battre le général de Gaulle. Aujourd'hui, moi j'identifie différentes capacités, différents talents qui seront à mettre à profit. Je passe au crible certaines personnalités politiques qui sont déjà soit à l'UDR, soit ailleurs, et qui ont ces capacités, mais également il y aura sans doute des gens qui sont des outsiders. Donald Trump, avant de se lancer en 2015, il n'a jamais fait de la politique. On n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait des personnalités qui, à la faveur d'une situation exceptionnelle, décident de faire le saut. Est-ce qu'il faut qu'il soit milliardaire? Pour moi, c'est pas une condition, c'est pas une information qualifiante. Mais effectivement, j'irai au-delà de ChatGPT, qui au final s'appuie beaucoup sur des biais. Il y a votre bon sens qui va primer. Vous savez que c'est pas Jean-Luc Mélenchon, et je pense que il y a moi, alors ça plaît pas forcément, parce qu'effectivement, il y a des appareils partisans avec des gens qui s'y voient déjà. Mais je suis aussi dans une situation à laquelle j'aspire qu'on puisse avoir un renouveau et potentiellement une nouvelle personnalité, pas forcément providentielle, mais une personne qui saurait tirer parti de ce momentum, de cette dynamique, et œuvrer à cette grande coalition qu'on doit former.
Donc voilà, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais il y aura sans doute des appuis de finances d'argent qui seront absolument nécessaires parce que l'économie reste clé et je pense que désormais Bernard Arnault, si c'était pas lui, parce que bon, forcément c'est pas le trivet en repère, mais bon, qui sait, peut-être se réveiller, a quand même montré un peu la voie et brise des digues idéologiques à la manière de ce que je disais d'Éric Ciotti lorsqu'il a abattu ce cordon sanitaire aberrant qui persistait entre la droite, je sais pas quoi, orléaniste LR depuis 40 ans et le RN. Il a permis de créer ce mouvement-là, donc c'est une longue réponse, mais tout ça pour dire que Bernard Arnault, lui aussi, est peut-être, en faisant cette sortie pro-Trump et pro-nouvel âge d'or américain, a fait abattre une digue idéologique qui pourra peut-être embarquer dans son sillon d'autres puissances d'argent. Merci de la question. Didier, allons, non, Rémi, vas-y, tu as la... Je ne vais pas avancer visage masqué, Didier Palic, je suis le responsable Rassemblement National de la 4e circonscription des Yvelines. J'espère que... Ouais, enfin bon, allons-y avec le micro. Donc oui, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Bon, on pourrait en discuter très longtemps. Je sais que nous, aux dernières présidentielles, on pèse 42%. Donc il ne nous manque pas 8%, mais 4%. 4% qu'on va prendre aux autres et qu'on va rapatrier chez nous. À partir de là, comment pouvons-nous y arriver? Peu importe, on pourrait passer la soirée en discuter. Je ne sais pas l'objet de votre présence. Par contre, ce qui m'intéresse chez vous, c'est de faire le parallèle entre ce rouleau compresseur de désinformation, d'insultes que les États-Unis ont pu subir face à Trump, et celui que nous subissons ici, sachant que les États-Unis n'ont pas ce long passé marxiste que nous avons eu nous en France. Je crois qu'aux États-Unis, on est d'accord quand même sur la liberté d'entreprendre, sur tout un tas de choses que nous n'avons pas ici. Il n'empêche quand même que les arguments relèvent de la possession diabolique. C'est-à-dire que grâce à la gauche, j'ai appris que finalement Hitler n'était pas un mauvais bougre, puisque c'était Trump. Il y avait l'épaisseur d'un papier à cigarette entre Trump et Hitler, je l'ai entendu, comme je viens de vous entendre. Donc au final, Hitler, bon, il avait une grande gueule, mais ça s'arrêtait là. C'est quand même extraordinaire. Et moi-même, je me suis retrouvé un jour en face à face avec une pintade socialiste qui m'a dit « Monsieur, vous êtes raciste, vous êtes homophobe et vous êtes misogyne. » Je dis « Oui, bien sûr, je suis misogyne avec une femme qui dirige mon parti. Je suis homophobe, à l'époque, c'était Florian Philippot. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ses mœurs, mais enfin voilà. » Enfin, mais tout un tas d'âneries. J'ai un type de 40 ans qui m'a dit il y a 5 ans, mes parents sont morts dans les camps, mais tu serais pas né, crétin. C'était il y a 80 ans, enfin voilà. Ça relève vraiment de la possession. Et là, c'est le parallèle qu'on peut faire entre ce que vous avez subi aux États-Unis et ce que nous subissons. Mais est-ce que, je finis ma question, est-ce que comme nous, vous avez dû subir un rouleau compresseur à l'école, dans les médias, qui a fait que les esprits ont été lavés comme ils le furent chez nous? Merci de la question. Alors effectivement, ce rouleau compresseur est ce littéralement 4e pouvoir qui est celui des médias qui peuvent arriver à fabriquer toute une vérité officielle et à infléchir en fait les esprits à travers des médias qui ont pignon sur rue, une diffusion massive. Ont une force de frappe sans mesure. Je parle des CNN, des MSNBC, mais qui serait l'équivalent de BFM ou tout ce que vous avez chez France Télé et dans ce style-là, et France 5 et j'en passe, mais qui montrent que aujourd'hui ces chaînes-là, il y a une défiance généralisée qui s'applique vers elles. Elles ont épuisé en fait le reste de crédibilité qui leur restait, donc certes, elles vivotent, mais ça ne prend plus en fait. C'est un cercle tragique, et oui, c'est d'autant plus fragilant que vous payez et que ces gens-là ne souffrent pas la contradiction et qu'ils n'invitent personne, et que désormais moi-même, voilà, pour vous livrer son petit exemple, c'est que pour m'enlever des plateaux, je fais désormais partie des personnalités politiques, autant au titre de l'UDR, alors que je dis que je n'étais plus membre. Vous voyez, donc il y a quand même cette volonté de censure gouvernementale pour avoir une maîtrise sur ce qui est dit sur les écrans de télévision. Et encore une fois, je pense que l'avoir évoqué tout à l'heure, ou c'était peut-être avant, mais que l'air de rien, toutes ces attaques qui tombent sur Trump, elles sont pas innocentes. Elles ont vraiment pour vue de conditionner et préparer les esprits contre l'avènement d'un Trump français ou du RN, de Marine ou de Jordan Bardella par exemple. Donc voilà, ce partage en roue libre qu'on a sur les médias sans contradiction montre qu'il y a une hystérie totale, collective,
certes, il y a une histoire qui est différente, mais qui montre qu'aujourd'hui, la manière d'aller s'informer va être différente, et comme on le disait tout à l'heure, sur des canaux plus directs, plus bruts, plus authentiques, moins policés et moins partisans que le service public notamment. Donc elle est à portée de drop, on est dans le tournoi destination, là, donc les 4 temps peut tout à fait aller les chercher en misant en fait encore une fois sur un effondrement de ce service public et de ces chaînes qui sont en train de le voir, elles sont en chute libre. Regardez les chaînes d'information en continu, CNews reste loin devant, les chaînes dévissent complètement, et ces chaînes sont en train de se prendre à leur propre jeu en fait. Le wokisme, la révolution, elle assassine ses propres enfants. Je les vois, il y a des scandales qui vont sortir prochainement où des salles de rédaction se retournent contre des journalistes, et on me disait ça en 2016. Je m'étais dit, mais tiens, après l'élection de Donald Trump, quand est-ce que ça va arriver? Et j'avais du mal à le croire, j'étais pas encore très bien implanté dans le paysage médiatique, mais je me disais, mais quand même, avec ce tel parti pris dans les médias, comment ça se fait, on n'aura jamais la parole. En fait, là c'est pour le coup, il y a une épaisseur de papier à cigarette, c'est que ils sont assez fluctuants, ouais. Ils sentent assez le vent tourner, ils sont très opportunistes, et quand bien nous fasse. Donc ça peut facilement basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc et je vous assure, il y a un travail qui est en train de s'opérer. Donc voilà, je pense qu'il y a cette manière de pouvoir reprendre l'ascendant et la maîtrise du narratif. Sinon c'est sur les réseaux en propre, et donc ça sera important pour l'ensemble de nos candidats aussi de savoir arriver à développer ces canaux-là. Rémi. Oui, bonjour, Rémi Pusségur, conseiller municipal à Écône. J'avais une question à vous poser. L'avènement de Donald Trump, nous savons que Donald Trump veut régler le problème au Moyen-Orient, bande de Gaza, et aussi régler la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça va favoriser l'avènement du camp national en France pour 2027 ? Merci de la question. Je pense qu'il en a fait des priorités de son mandat. Ça s'appuie sur un principe très factuel, qui est de dire un monde sûr et un monde stable, c'est un monde prospère. Et il s'appuie sur son bilan, où c'est pas rien de le mentionner, mais que Donald Trump, c'était le premier président de mon vivant à ne pas avoir déclenché de nouvelle guerre. Donc ça paraît anodin dit comme ça, mais l'air de rien, il y a beaucoup de pression, et même au sein de son premier cercle, des gens qui disaient d'un bouton rouge on raye l'Iran de la carte, ou on attaque la Syrie. Donald Trump, alors qu'on le présente comme quelqu'un d'incontrôlable, d'imprévisible, il a su mesurer le pour et le contre par rapport à ça. Et donc dans son approche très pragmatique, peut-être transactionnelle, on le dit, il a écrit un livre qui s'appelle L'art du deal, c'est-à-dire arriver à aboutir à des transactions. Il peut être aussi celui qui arrive à des traités de paix. Et d'ailleurs, son bilan parle pour lui. Il est arrivé au principal traité de paix de l'ère moderne, qui étaient les accords d'Abraham durant son premier mandat, qui, ça ne vous aura pas échappé, il y avait Joe Biden, une autre administration, l'administration précédente, a permis à ce que ces conflits explosent ou surviennent durant un mandat où Donald Trump n'était pas à la Maison-Blanche. Donc là, désormais, lui, il doit arriver, il doit mettre fin à ces conflits, et je pense qu'on ne peut que appeler de nos voeux à ce que la paix se fasse, que ce soit par lui ou un autre d'ailleurs. Si tout le monde avait un rôle à jouer, si nos dirigeants prenaient sérieusement les choses plutôt que, encore une fois, à faire du clientélisme indigne. Alors certes, la guerre c'est pas beau, et il y a effectivement une souffrance manifeste et des drames humains, mais je pense que le Quai d'Orsay, l'Élysée et autres ne sont pas forcément honorés dans cette tractation-là. Tout ça pour dire que je pense que s'il y a une personne qui pourra obtenir ça, et avec son côté pragmatique, déterminé, je crois bien que ce sera lui. Donc on ferait bien de pouvoir un peu faire converger les efforts. Et effectivement, ça permettra deux choses. D'une part, de montrer qu'il a tenu tête à des puissances hostiles, comme la Russie. On prête souvent des accointances vraiment indues du RN et du Camp National avec la Russie. Ça peut se juger, peut-être que c'est pertinent dans certains cas de figure, mais je pense que dans la situation actuelle, c'est au mieux marginal si ce n'est existant. Et donc d'une part, peut-être que ça permettrait de nous normaliser par rapport à ça. Et la deuxième chose, et je vais mettre en avant un événement qu'on a organisé dernièrement, qui était un événement qu'on avait organisé avec notre association Republican Overseas, et ça s'appelait le RN et le vote juif, justement pour venir conforter tant dans l'opinion que dans la communauté israélite qu'il y avait des éléments très favorables
ou du moins voilà, de les considérer comme des citoyens, enfin voilà, que du bon sens, et surtout de pointer du doigt que cet antisémitisme dit résiduel par les leaders, à savoir Jean-Luc Mélenchon, en fait structurel au sein d'une gauche islamo-gauchisée qui est LFI et j'en passe. Donc on a véritablement voilà, après ça défendra des sensibilités, c'est de la même manière, je ne vais pas vous imposer de l'atlantisme, je ne vais pas vous imposer des sympathies pro-Israël, c'est mon attachement, mais je pense que ça fait également partie de ce qu'on doit s'efforcer de chercher, d'aboutir à des efforts de paix, plutôt que d'être dans une ligne peut-être trop isolationniste, comme certaines personnes aux États-Unis ont pu être critiquées, c'est-à-dire que voilà, Donald Trump est arrivé en disant bon, je règle la guerre, bon, ça va prendre plus de temps que 24 heures, certes, mais d'autres personnes, pour ne pas le citer, J.D. Vance par exemple, son vice-président, a été dans une logique beaucoup plus non interventionniste. Et du point de vue des belles âmes ou des gens qui sont peut-être dans des zones de guerre, attendraient davantage de solutions et de politiques volontaristes en faveur de la paix. Donc je pense que c'est clairement un mouvement qu'on doit soutenir, et dans tous les cas aspirer que la guerre arrive à un terme, qui que ce soit qui soit à la manœuvre, mais c'est manifestement quelque chose qui pourra sans doute favoriser en fait l'émergence de deux idées, parce que c'est d'ailleurs en France quasiment un des seuls axes de campagne qui est retiré de LFI. Si j'envoie Rima Hassan, on a du mal à croire que c'est une députée française au Parlement européen, tellement elle se fait la porte-parole de la cause palestinienne, dont elle n'est pas elle-même issue. Donc c'est... Voilà ça. Voilà. Tout à fait. Oui, vous m'entendez? Oui, bon, bonjour. Oui, je vous ai beaucoup suivi à la télévision, j'ai toujours admiré ce que vous disiez. Voilà, je suis un de vos fans en tout cas. Depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, alors moi je viens de la Manif pour tous à la base, et j'ai fait rentrer modestement une dizaine de mes petits coreligionnaires dans le conseil municipal d'Asnières, ce qui fait que, effectivement, je voulais apporter une touche d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut quand même, par le militantisme, aussi le combat quotidien, arriver à des résultats. Et à Asnières, on en est un bon exemple. Alors, on a été assez avant-gardiste parce que nous avons des élus très actifs, je dirais, de notre sphère de pensée globale, hein, conservatrice. On a fait venir Marion Maréchal, on a fait venir Éric Zemmour à Asnières, il y a eu le congrès des mouvements conservateurs européens qui s'est tenu, et ça nous est constamment rappelé par la gauche, puisque le maire, qui est LR, a osé accueillir Marion Maréchal, et donc ça lui est tout le temps rappelé. Donc pour vous prouver que le système est quand même extrêmement, je dirais, tenace hein, dans ses tendances profondes. Et c'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que bon, l'inquiétude que j'ai, c'était très jouissif, hein, le 5 novembre au matin, de voir tous ces gens des médias complètement au 36e dessous après l'élection de Donald Trump. C'était vraiment... Moi, j'ai passé la matinée à écouter la radio, c'était vraiment génial. Mais, bon, toutefois, le mandat présidentiel aux États-Unis est assez court, hein, 4 ans. Le système est extrêmement, comme je disais, tenace hein, pour nous empêcher d'arriver, je dirais, à nos projets. Est-ce que vous voyez ce mouvement trumpiste, parce que Donald Trump ne pourra pas se représenter en 2028, durer? Enfin, j'aurais tendance à dire oui, personnellement, mais franchement, alors les États-Unis... pas la réponse, Daniel. Mais bon, effectivement, vous avez raison, Donald Trump vient de s'engager pour un deuxième mandat, il ne partira pas pour le troisième de par la Constitution. Indépendamment de ça, qu'il ait été élu ou non, je suis animé d'une conviction profonde que son mouvement, la ligne qu'il a initiée était là pour rester. Et de fait, on le voit tant dans la coalition dont je vous ai parlé, qui est transraciale, transclassiste, c'est-à-dire des gens qui sont issus de différentes ethnies aux États-Unis, que de différentes classes sociales, que par la recomposition du personnel politique, qui s'inscrit aussi sur cette ligne qu'il a portée, qui est vraiment très tournée sur des questions de souveraineté, de protectionnisme, d'identitaire, et donc qui pour moi sont là pour rester. Et de fait, ceux qui sont là à penser que ce sera les classiques de l'arrière-garde du Parti républicain qui feraient leur retour, me semble avoir un logiciel complètement erroné ou vouloir être dans la prophétie autoréalisatrice. Là, effectivement, Donald Trump le dit à dessein, le vice-président, c'est pas le successeur naturel. Il faudra qu'il donne des gages, qu'il soit compétent et que ce soit les militants à la base qui se décident. Mais ça montre que, selon moi, cette ligne, qui est assez audacieuse, assez risquée, mais qui est à la hauteur des enjeux, sera celle qui portera et qui continuera de façonner l'histoire du Parti républicain et des États-Unis sur la durée. Juste un point, et c'est là où
le système est certes tenace, et non seulement le mandat dure 4 ans, mais c'est que vous avez des élections à mi-mandat qui peuvent aussi un peu inverser la donne, qui justement insiste sur le fait qu'on obtienne des résultats concrets, tant en termes de politique intérieure, mais surtout en termes de régulation ou inversion des flux migratoires, pouvoir d'achat, énergie, sur lesquels je pense que, et aussi la cure générale d'efficience gouvernementale dont on aurait beau jeu de s'inspirer en France. Donc tous ces éléments-là vont trouver un pendant en France. Et j'en termine par ce que vous disiez sur toute cette génération de la Manif pour tous, auquel vous avez pu participer ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont eu leur premier pied dans un engagement métapolitique, civilisationnel, et qui aujourd'hui s'engagent et souvent soit dans l'ombre, soit de manière affichée. Et ça nous rappelle une chose, qu'on soit conservateur ou non, c'est pas la question, mais c'est surtout qu'on a un peu dédaigné un peu ces sphères de l'associatif, de la culture, des médias, du journalisme et de l'enseignement. C'est pas moi le premier qui jetterait la pierre, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait ce qu'on a dit un bullshit job jusqu'à ce que je le perde pour mes engagements politiques, mais ça c'est une autre histoire. Mais je suis au contraire très animé par ceux qui veulent aller faire ce qu'on appelle du gramscisme culturel, c'est-à-dire aller travailler la conquête des esprits autrement que juste par leur portefeuille, quand même c'est très utile aussi, et c'est une manière de s'engager en finançant cette lutte, parce qu'on a dit c'est le nerf de la guerre. Mais j'en reviens sur tant ce réseau associatif, qui était très clé, moi d'ailleurs, dans ma campagne aussi législative, qu'il faut travailler de la même manière, et c'est en soi très important pour influer sur la politique locale, voire même pour être un relais précieux lors des candidats pour les législatives. Donc c'était le petit clin d'œil à la Manif pour tous, qui, quand bien même on viendra vous chatouiller dessus sur la fin de Marion Maréchal, il serait... Nous le ressort tout le temps. Voilà. François. Merci beaucoup François, donc moi je suis militant UDR à Paris. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors j'étais très enthousiaste moi en 2016 quand Trump avait été élu, je m'étais dit bon ça va donner un vrai coup de fouet à la droite, aux États-Unis, en France. Et puis après son premier mandat, alors Steve Bannon, il l'a mis à la porte assez rapidement, il avait le général Mattis à la défense qui est parti je crois au bout d'1 an, John Bolton à la diplomatique a claqué la porte au bout d'1 an et demi. À la fin, ça s'est terminé avec l'assaut du Capitole. Mike Pence, le vice-président, supportait plus Trump et a dit tout le mal qu'il en pensait après. En fait, ma question est toute simple, c'est là on a Elon Musk, on a des gens autour de Trump. Est-ce que vraiment, entre Musk et Trump, ça va durer? Entre Musk et Vance, ça va durer? Est-ce que le caractère un peu imprévisible de Trump fait que finalement, on risque pas d'avoir un deuxième mandat un petit peu décevant, et qu'est-ce qu'on peut vraiment en espérer? Très, très bonne question, ça peut rejoindre un peu la série House of Cards, savoir un peu comment ça bouge. Là, il y a des enjeux qui sont clés, on l'a dit, Donald Trump qui arrive à la présidence en 2016, il constitue une équipe avec des gens qui sont là en place depuis longtemps et qui ont cherché un peu à entraver aussi sa marche. Et ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de renouvellement, et voire même des gens qui lui ont fait du tort, pas mal de campagnes de dénigrement ou de diffamation, émanent de gens qui se sont fait virer parce que voilà, ils luttaient contre lui. Il y a eu ce qui s'est passé le 6 janvier, on veut en faire un peu l'an zéro, la catastrophe. Certes, on condamne toute forme de violence politique, mais il faut également, à ce rythme-là, ne pas avoir deux poids, deux mesures, et déplorer le fait que ça soit instrumentalisé par une gauche à court d'arguments. Ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe, une administration qui est renforcée dans le fait que, d'une part, elle a pu convaincre la majorité d'Américains, qu'il y a un momentum qui soit plutôt favorable. De là à dire si c'est ce qu'on appelle la bromance, vous savez, cette amitié entre Elon Musk et Donald Trump, qui ont certes des caractères différents, mais qui s'estiment et qui se respectent et qui savent qu'ils ont chacun un rôle respectif à jouer. Et d'ailleurs, même Donald Trump le sait, il n'est pas menacé parce qu'il y a des critères à remplir pour être président aux États-Unis et Elon Musk ne les remplit pas. Mais c'est pas tant la question. Elon Musk, il envoie des fusées sur Mars, il s'occupe d'un boulot que personne n'a envie de faire, à savoir nettoyer les écuries d'Ogias et aller réaliser des économies dans les services publics. C'est pas forcément la chose la plus gratifiante, mais au contraire, c'est un immense service rendu aux contribuables et à chacun des citoyens. Donc nous, en France, je sais qu'on a beaucoup de personnes, d'ailleurs, un excellent candidat UDR que nous avions, qui est le magistrat Charles Prats. C'est encore à lire ce qu'il y a eu sur le cartel des fraudes. Il était sur Sud Radio dernièrement, mais donc ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là, sur laquelle on doit de la transparence sur l'usage de toutes les vaches à lait que nous sommes en tant que contribuables. Donc il se saisit quand même de quelque chose qui n'est pas particulièrement glamour, faut dire, mais qui est ô combien nécessaire au vu de la gabegie financière, et en français on est loin d'être les derniers en la matière. Donc il y a véritablement du boulot. Je pense que lui-même
il trouve son compte par rapport à cette Eldorado, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, ça va soutenir aussi les ambitions et les conquêtes spatiales que lui souhaite faire. Et donc voilà, je lis pas dans le mar de café pour savoir si ça va durer ou non. Vous connaissez sans doute, on a beaucoup parlé de sondages, il y a aussi ces plateformes de paris en ligne. Je sais pas s'il y a un pari sur la durée, la longévité de la relation entre Elon Trump et Musk, mais ça me semble plutôt parti sur de bonnes bases et dans un intérêt commun. Donc voilà, l'avenir de lui dira. On a encore 10 minutes, un quart d'heure. Bonjour, Rémi Spikowski. Alors moi j'ai pas de mandat politique, je suis simple habitant de la ville. Pour approfondir sur Elon Musk, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur le traitement qui a été réservé à l'agence fédérale USA, c'est ça? Et aussi pour rebondir sur la question de l'avenir du Trumpisme, quel est votre avis sur le destin de Byron? Merci. Alors deux questions, je vais reprendre la première. On parle de l'USAID, c'est une agence qui est responsable de l'aide internationale de développement américain, et donc vous voyez ça un peu partout dans le monde où vous baladez, il y a des temps, des logos. Faut savoir de combien on parle, c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars annuels, qui représente tout juste 1% du budget fédéral. Donc c'est, en soi, ça paraît comme être un pouillet, mais une goutte d'eau, mais c'est quand même de l'argent du contribuable, des gens qui se saignent pour aller financer des projets sur lesquels ils avaient absolument aucune transparence. Et dans ce qu'on a vu dedans, les gens n'ont pas manqué d'être surpris parce que ça venait financer des opéras transgenres au Guatemala ou des choses, pareil, du wokisme en Serbie, des choses assez hallucinantes. Et on se dit, mais s'il y a des gens qui ont véritablement besoin de cet argent, mais pas de problème. Si c'est des projets qui viennent soutenir l'intérêt national des Américains et des États-Unis au-delà des frontières, défendre ce qu'on peut appeler le soft power, mais ça peut pas juste être un subside où des démocrates qui auraient perdu dans des élections viennent être payés grassement par des subsides et financer une idéologie délétère sur le dos du contribuable. Donc ça, c'est un peu les enjeux. Pour moi, c'était une manière de faire des coupes franches, mais aussi de montrer un peu les excès de cette administration sur lesquels, voilà, c'est indiscutable. Voilà, c'est pourquoi est-ce que ces fonds-là ont été alloués, et dans ce cas, on y coupe. Donc on est vraiment sur une partie émergée, mais assez symbolique, ce qui est assez étonnant. Et du coup, une vraie prise en main, une gabegie financière. C'est-à-dire qu'on laisse pas un statu quo en disant tiens, ça a toujours été comme ça, on reconduit les budgets. Désormais, chez Donald Trump, ça s'appelle un budget en base zéro. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas l'année dernière, on rajoute 2%. C'est-à-dire que vous allez venir me justifier le moindre dollar, le moindre euro que vous allez discuter. Et voilà, je pense qu'aussi on souffre, voire même on en crève dans les institutions en France, dans les services publics ou à l'armée, où il y a l'histoire où on faisait tourner les camions, où on faisait tourner les chauffages à plein pot avec les fenêtres ouvertes en hiver pour cramer tous les crédits, pour qu'ils soient renouvelés l'année suivante, et on tombe dans des aberrations, des absurdités sans nom. Donc ça c'est sur le premier point, sur l'USAID, sachant que, petite cerise sur le gâteau, c'est que ça serait également venu financer des médias étrangers, la BBC, et accrochez-vous, même l'AFP. Donc ça va être intéressant de savoir si aujourd'hui les gens qui en plateau viennent dénoncer « Ah non, mais Donald Trump vient couper l'aide », si au final eux-mêmes, ils n'avaient pas déjà un peu le doigt, voire même la main coincée dans le pot de confiture et ils se rinçaient pas, ils se payaient pas sur la bête. Ce qui serait quand même assez intéressant. Donc moi je ne présage de rien, mais je trouve ça quand même assez intéressant de voir que, alors qu'on est en train de vouloir faire de la transparence, de lutter potentiellement même sur des schémas de corruption organisée, je ne sais pas. Donc voilà, pour moi c'est un élan vers lequel j'ai envie de m'inscrire, et je pense que c'est la moindre des choses que ce qu'on devrait attendre par nos dirigeants, mais en tout cas à l'UDR, je pense que la ligne est claire par rapport à ça. Vous avez posé la question sur Baron Trump, énorme gaillard de 2,06 m, il a tout juste 18 ans. Sachez qu'aux États-Unis il faut avoir 36 ans pour être président, donc il a encore un peu de temps devant lui, mais allez pas valider ça du revers de la main. C'est très intéressant d'avoir une approche multigénérationnelle. On rappelle que Donald Trump, il approche les 80 ans et qu'il a un fils de tout juste 18 ans. Donc c'est très bien, c'est un père aimant, mais aussi on juge un arbre. On juge un fruit, un arbre à ses fruits. C'est quelqu'un de droit, enfin voilà. Et en plus dessus, lui, enfin voilà, on lui est tombé dessus. C'était quelqu'un d'Asperger, enfin tout ce que vous voulez. Enfin voilà, on lui a dit qu'il était bizarre, alors qu'en fait. C'est juste un jeune qui a été un peu braqué sur toutes les caméras du monde entier et qui menait sa petite existence. Mais là où j'en viens sur l'aspect intergénérationnel, et c'est là où c'est intéressant d'avoir des profils, des parcours de vie et des âges différents dans nos militants. J'ai eu la joie d'avoir ça dans la petite section que j'animais. C'est que
les habitudes, mon mode de communication, les angles à défendre, les thèmes, les références. Vous savez, là, t'as pas la ref. Enfin, ouais, moi, je suis entre deux âges, mais on a évité de passer à côté de quelque chose. Et c'est important, vous voyez, Donald Trump, sa stratégie de communication sur des nouveaux médiums plutôt que d'aller sur des médias mainstream, d'aller sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sa stratégie de podcast, lui aurait été entre autres conseillée par son fils de 18 ans, qui est typiquement les lecteurs qu'il faut aller remobiliser, parce que c'est quelqu'un qui a pas de télé chez lui, qui passe des heures sur YouTube et autres, et donc comment est-ce qu'on le touche? Comment est-ce qu'on arrive à lui parler aux tripes, convaincre son esprit et faire qu'il se mobilise le jour du vote? Donc c'est un peu ça la question, au-delà de quel sera son avenir en politique. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'à Washington, le jour de l'investiture, que j'étais dans l'arène et le stade s'est embrasé à chaque fois qu'il y avait la caméra qui était servie, donc il y a une espèce de liesse, et même dans le physique, il y a des choses qui transparaissent et qui ne trahissent pas. Donc voilà, l'avenir nous le dira un peu plus. Bonsoir, Dominique Bon, ancien LR, ancien de la Manif pour tous et ancien diplomate aux États-Unis. Nous avons d'ailleurs une fille américaine. J'ai deux petites questions qui appellent peut-être une réponse un peu complexe. La première, Donald Trump, le Trumpisme, porte actuellement le mouvement conservateur européen et le mouvement conservateur en France en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que par sa personnalité, sa façon d'être, ses échecs éventuels, dans quelques mois, le mouvement se retourne et qu'il devienne un obstacle, alors que manifestement, ce n'est pas le cas actuellement. Et puis la deuxième, elle est un peu liée à la première. Son projet pour le conflit israélo-arabe me semble remarquable, très intelligent, beaucoup plus pensé que ne le disent tous les médias français. Il peut échouer, mais je n'exclus pas qu'il puisse réussir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci pour la question, la double question. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous n'excluez pas qu'il puisse réussir. Et encore une fois, ça rejoint le discours que disait J.D. Vance, et je vous encourage à l'écouter, parce que il a peut-être un petit accent, mais d'ailleurs, il y a des logiciels maintenant qui font de la traduction en IA avec les mêmes voix quasiment en français. Donc si vous arrivez à le trouver, je vous le recommande, parce que c'était très enlevé. Et ça montrait vraiment qu'il y a ce côté d'audace. C'est-à-dire que c'est pas la foi du charbonnier, mais il faut, à mon avis, je pense qu'il faut miser sur le succès. Alors, ça, c'est peut-être le militant qui vous parle, mais aussi celui qui a envie que ce conflit arrive à son terme. Mais je pars du principe qu'il ne faut pas laisser passer le train Trump. J'ai pas envie de me dire, est-ce que ça réussit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on bouge d'une oreille? Figurez-vous que ils n'étaient pas beaucoup ceux qui soutenaient Donald Trump pendant la campagne, et au rang desquels il y avait Eric Ciotti. Moi-même, il a fait le choix, il connaissait le risque que je pouvais porter de m'investir pour une de ces circonscriptions. J'ai été caricaturé avec un super dessin d'ailleurs. Street Press m'a grimé avec le visage d'Eric Ciotti avec une casquette Make Eric Ciotti Great Again. De toute façon, mais c'est dire que il y avait cette volonté d'exister et d'assumer ce parti pris. Aujourd'hui, à la victoire, il y a les ralliés de la 25e heure. Alors je critique personne, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des appels du pied et tout le monde voulait se faire adouber, voulait sa photo à Washington. Donc je pense que au contraire, il faut mettre ce que vous voulez sur la table, mais il faut mettre sur la table, il faut pas faire du gain petit là, il faut y aller all-in. Et il faut, encore une fois, peut-être que vous avez trouvé que j'ai un intérêt dans le sujet, mais au contraire, moi c'est une conviction profonde que j'ai. Je pense que là, il y a une véritable énergie. Peut-être qu'en 2016, lors du premier mandat, on en a parlé tout à l'heure, on a peut-être été trop attentiste. Effectivement, on savait pas trop, on s'était peut-être encore un peu trop conditionné par les médias mainstream, le narratif officiel. Là, aujourd'hui, vous nous ressortez un peu les mêmes titres que vous nous avez sortis il y a 8 ans, et ça n'a rien produit, au contraire, vous avez été, tout ça a été démenti. Donc ça insiste encore une fois sur la capacité, à mon avis, à soutenir cet élan et encore à renforcer cette alliance. Et ensuite, sur le conflit israélo-palestinien, je pense que c'est notamment sa capacité à Donald Trump d'apporter des solutions qui ne sont peut-être pas celles de diplomates ou des solutions un peu préétablies, d'apporter cette nouvelle énergie, une nouvelle donne. On verra où ça peut aboutir, mais je pense que là, au vu du contexte et de l'évolution de ce conflit depuis 70 ans, je pense qu'on est peut-être obligé d'arriver avec une nouvelle approche. Mais en tout cas, il y a d'autres experts qui s'en chargent déjà avec les résultats qu'on lui connaisse, c'est-à-dire que déjà il y avait un cessez-le-feu avec certains otages qui étaient déjà revenus lors de l'investiture, et là avec un super ultimatum qui est fixé, je crois, à jeudi, donc samedi ça. Là, on monte un peu en escalade, mais c'est ça, Donald Trump, c'est la capacité à inverser la tendance, à inverser la vapeur. On va dire, tiens, là, les règles du jeu c'est ça, désormais on va serrer un petit peu, et
Et je pense que c'est sa manière d'obtenir des résultats, c'est transactionnel, ça génère des résultats, et je pense que c'est encore une fois, on l'a dit, ça allait dans les intérêts du bloc national, selon moi. Mais encore une fois, prenez pas mon avis pour ça, hein, faites-vous votre propre opinion, mais je pense que ça sert manifestement nos idées. Je pense que ça saura mobiliser des gens bien au-delà de nos chapelles traditionnelles. Est-ce que vous confirmez que Trump envisage de cesser toute relation diplomatique avec Van der Leyen et les commissaires européens, façon comme une autre de dire que cette Europe n'existe, cette UE, je veux dire, n'existe pas en tant que telle? C'est effectivement ce qui a été évoqué. Je ne vais pas traiter avec des instances supranationales, je vais traiter avec l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, ou que sais-je, ou la France. Derrière, voilà, il y a les effets d'annonce, et derrière, il y a la diplomatie, il y a l'exécution, de savoir comment ça se met en place, s'il est question de négocier des traités, des accords commerciaux, des tarifs douaniers, ou que sais-je. Mais c'est ce qui en est sur l'annonce, mais ça rappelle, et encore une fois, plus cette souveraineté populaire. J'ai pas envie de m'adresser à des gens qui sont élus à la Commission, et encore une fois, combien même ça ne serait pas fait, je pense que chez nous, c'est censé nous générer l'électrochoc. Alors vous en avez bien évidemment conscience, vous n'avez pas envie que ce soit Ursula qui prenne les décisions pour vous, mais peut-être qu'à force de le marteler, ça va faire prendre conscience à ceux qui sont un peu qui se laissent un peu bercer, un peu dans la naphtaline médiatique, de se dire que en fait non, ces gens n'ont pas la compétence et j'aurais pas transféré la souveraineté pour qu'ils décident à ma place. Bonjour, je m'appelle Mike Winter, je ne suis pas du tout élu unique, quoi que ce soit. Je suis l'ami de Nicolas, citoyen américain également. Un petit point sur les avantages que vous pouvez faire par rapport aux médias. Quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'aux États-Unis, on est quand même contre une énorme machine bureaucratique, gouvernementale, qui contrôle la narrative. En France, c'est pas forcément géré de la même façon, mais là-bas, c'était quand même un behemoth complet qu'il fallait complètement contrôler par les médias alternatifs. Il y avait les projets comme la CIA, il y a 60 ans, ils viennent de déclassifier. Ils avaient toutes les grandes chaînes sous leur coupe, et c'est eux qui donnaient la donne. Il y a les fonds comme USAID, qui donnaient, je ne sais pas combien de millions à Politico, qui donnaient de l'argent à toutes les chaînes gauchistes. Donc il y a quand même une énorme machine qu'ils ont réussi à démanteler petit à petit en utilisant ces médias séparés. En France, on va faire la même chose. Maintenant, il faut identifier le genre de médias qui sont contrôlés et ceux qui ne sont pas contrôlés. Maintenant, il faut amplifier justement ceux qui ne sont pas contrôlés et réussir à que le message... Désolé, hein, c'est la première fois que je parle à un micro, j'ai la voix qui traîne. Parfait. Une dernière question, voilà, ici. Merci. Bon, moi je m'appelle Sylvain, je suis un ancien militant de démocratie libérale, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 2000. Je voudrais rebondir sur ce que a dit monsieur l'ambassadeur. Pardon, pas ambassadeur, diplomate, pardon. Donald Trump nous parle de déclencher éventuellement une guerre commerciale avec l'Europe. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait peut-être un risque que l'image de Donald Trump puisse nuire au bloc national. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et quels étaient les risques et les conséquences d'une guerre réelle commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Merci pour la question, elle est assez actuelle et elle peut susciter pas mal d'appréhension et de conséquences tant pour des agriculteurs que des producteurs de vin et que sais-je. C'est un sujet clé notamment du point de vue de l'électorat du RN, hein, notamment. Le Premier ministre japonais, lorsqu'il était à Washington il y a une semaine, Ishiba a une réponse assez claire là-dessus en disant en fait, je ne peux pas me positionner par rapport à une éventualité de guerre commerciale parce que ce n'est qu'une fiction à ce stade, c'est pas matériel, c'est pas concrétisé. Donc ça c'est un peu une solution un peu d'évitement à la question, mais c'est de dire en fait là à ce stade on est en train de spéculer, de gloser pour l'instant cette guerre commerciale où ces mesures douanières supplémentaires n'existent pas, n'ont pas été mises en place, sachant qu'elles préexistent. Des accords de protectionnisme dans un sens comme dans l'autre, il y en a foison. Sur les voitures américaines
qui sont importées, c'est à plus de 10% de droits de douane versus moins de 3% pour les voitures européennes et notamment allemandes qui sont importées sur le marché américain. Là, en revanche, peut-être la première chose qui va nous impacter, mais encore une fois pas nous les Français, c'est un accord qui est immédiat en ce qui concerne l'acier et l'aluminium qui est effectif la semaine prochaine, sur lequel il y a une grande volonté de protectionnisme. Mais sous Biden, il y a un grand renfort de protectionnisme auprès de l'agroalimentaire, des fermiers, des agriculteurs qui avait été mis en place. Donc ça doit nous rappeler que nous aussi, il faut qu'on sache défendre nos propres intérêts dans nos discussions commerciales. Je pense que il faut parfois savoir taper du poing sur la table, rappeler un peu quelles sont nos industries stratégiques, plutôt que de se laisser, encore une fois, saturer nos marchés par une production venue d'Asie du Sud-Est, de Chine et j'en passe. Donc ça, encore une fois, je pense que ça nous rappelle à une politique volontariste. Les déficits commerciaux des États-Unis avec l'Europe et avec d'autres zones sont parfois assez critiques et rappellent encore une fois ce pourquoi il a été élu. Et encore une fois, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il fait ce qu'il a dit. Donc, je pense qu'il ne nous prend pas par surprise. C'est pas encore effectif. Je pense pas que ça sera à l'emporte-pièce. Ça sera assez ciblé. Là, on voit que ça concerne l'aluminium, et l'acier. Il y a quand même la question des spiritueux. Alors, est-ce que la visite de Bernard Arnault pour l'investiture était spécifique sur en ce qui concerne les vins et les spiritueux? Il y en a qui spéculent là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas aussi simple que de dire, allez, on met 25% sur tout ce qui vient de France ou quoi que ce soit, sachant qu'encore une fois, c'est réciproque et il y en a qui existent dans l'autre côté. Donc, faut juste considérer que le protectionnisme, c'est pas une tare et que si nous aussi on doit le faire, qu'on sache s'affranchir peut-être des règles supranationales qui nous empêchent de le faire et qu'on prenne un peu un contrôle sur notre production domestique et qu'on arrête de se laisser saturer par des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes normes, les mêmes standards sanitaires, écologiques, sociaux auxquels nous on est tenus. Donc c'est véritablement ça aussi la problème en fait. On se fait on a du dumping de produits qui sont déversés du Maghreb, du Turquie et d'ailleurs, alors que les normes auxquelles on est tenu nous empêchent de maintenir une production. Et encore une fois, c'est un malheur d'avoir ces outils industriels qui ferment. Et moi j'ai des anecdotes là, alors en quittant Paris, mais encore une fois dans la région parisienne aussi, il y a des outils magnifiques industriels qui sont laissés à l'abandon autour de Cherbourg. J'ai vu des outils industriels qui étaient justement sabrés, pas juste en raison de tarifs douaniers avec les États-Unis, mais juste parce que c'était une production qui avait été délocalisée en Chine par exemple. Donc, mais effectivement, sur les conséquences que ça peut avoir, ça peut mettre un peu de tension, mais encore une fois, ça va nécessiter d'entrer en négociation. Donald Trump avait mis la pression sur le Mexique et le Canada avec des mesures drastiques sur l'ensemble des produits quasiment effectifs sous 48 heures pour obtenir des contreparties immédiates. Il avait fait la même chose pour la Colombie qui voulait pas rapatrier des ressortissants et en 2 heures, vous n'avez même pas le temps de terminer votre film, que le président avait envoyé son avion présidentiel. Donc je pense que c'est une optique c'est la mesurette. Ouais, là, mais il faut juste, encore une fois, se faire respecter. Et ça nous renvoie même à nous, à notre propre faiblesse, qu'on n'est pas foutu d'expulser un influenceur algérien sous OQTF. Donc voilà. C'est une question de volonté, mais je peux comprendre la question et les risques que ça peut faire porter. Je pense que le canal diplomatique sera important et à suivre sur comment ça sera géré. Et, il y aura notamment un nouvel ambassadeur américain à Paris qui pourra, à mon avis, peut-être faire l'écho des préoccupations de nos différentes filiales d'exception françaises. Il est 9h30, sauf s'il y a un dernier regret, on va peut-être remercier Nicolas pour cette excellente soirée qu'on a passée ensemble, passionnante à la fois sur les relations transatlantiques et sur l'inspiration que ça peut être pour nous aussi pour l'avenir. La soirée ne s'arrête pas là, on a au fond de la salle un petit moment de collation, sentez-vous très libre de venir partager. Vous avez des petits clins d'œil, on a un peu de Coca-Cola, on a des pancakes, on a des cookies, alors ils sont un peu Leclerc, hein, c'est pas forcément le haut de gamme, mais voilà, il y a un clin d'œil aux États-Unis, voilà. Merci.